Nous enregistrons. Alors, si vous voulez répondre oui à la question, vous allumez vos caméras. Et si vous voulez répondre non, vous l'éteignez. Ah, c'est bien ça. Donc, par exemple, nous sommes ravis d'être là ce soir. Et là, ils éteignent tous, tu sais, t'es dégoûté. À toi de poser une question, Alain. Euh, Donc oui, il faut la caméra allumée, très bien. Euh, Le sujet de ce soir vous intéresse? C'est facile. Bah, Non. il y a plein de gens que ça intéresse pas, hein. Vous aurez Ouais. compris qu'on attend quelques minutes, hein, que les gens arrivent, évidemment, hein. Exactement, je continue à admettre en même temps, là. J'aurais dû mettre une admission automatique. Ok. Donc évidemment, il y a toujours un petit moment de blanc. Anna se proposait de chanter en attendant. Pitié. Je vous épargne, parce que je suis grand seigneur ce soir. Je ne vais pas chanter. Karine, elle n'allumera pas la caméra parce qu'elle est dans un coin paumé. Ah oui, pour la... Oui, c'est dangereux, Karine, mais c'est pas grave, on te pardonne, parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes généreux ce soir. Ok, on va commencer peut-être ça continue d'arriver en fait, non? Préparez de votre côté peut-être les questions que vous aurez, si vous n'avez déjà pas encore préparé, sur les émotions, sur comment on les gère en séance, sur peut-être vos pires anecdotes d'une émotion que vous avez ressentie en séance, le moment où vous avez envie d'éclater la personne en face, parce qu'elle répétait je sais pas toute la journée, des choses comme ça. Oui, Donc parfois voilà. ça peut être C'est qu'à moi difficile que ça en y est séance, arrivé. hein. De quoi? Ou alors c'est qu'à moi que ça y est arrivé. Tu sais, les gens qui te disent je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? J'avais écrit un truc sur le forum hypnose là-dessus. Il y avait une dame qui répondait je sais pas à toutes mes questions. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, elle venait pour perdre du poids. Et je me suis vu penser, mais en fait, elle a trop de poids parce qu'elle réfléchit tellement peu qu'elle n'utilise pas le glucose, en fait. C'est pas Et c'est gentil. pour ça qu'elle prend du poids. Oh, c'est pas Ah ben, c'est gentil. horrible. Ah non, mais C'est une toute partie de horrible. moi, c'est une toute petite partie de moi qui a pensé ça. L'autre lui a tapé dessus immédiatement. Elle a dit non, non, il faut pas dire des choses pareilles, c'est horrible. C'est pas Et, bien. non, T'aimes c'est bien? vrai Non, que non, c'est pas bien. c'est pas bien. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc rebonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Ce soir, on se voit pour à peu près une heure et demie. On va essayer de rester dans les temps, tout simplement parce que j'ai pas encore mangé et que je vais avoir la dalle, en fait. Et on parle des émotions du praticien, donc que ce soit avant la séance, pendant la séance ou après la séance, on va essayer de faire un package un peu large. Et on va se présenter en premier, et comme on est des petits rigolos, on va se faire une présentation croisée. Donc je vais vous présenter Thierry et il va me présenter. Et je commence parce que j'ai très peur de pas souvenir de ce qu'il m'a dit. Donc Thierry, il est praticien en hypnose. Il aimerait se dire formateur, mais finalement, il a été formateur pendant 20 ans de sa vie dans un autre métier. Et il a quand même des formations, des ateliers, comment tu dirais, toi? Je fais des webinaires. Des webinaires. Donc des webinaires destination des praticiens pour leur permettre d'apprendre des trucs, de s'améliorer, de picorer là où ils ont besoin de picorer. Donc ça peut être sur de ce que j'ai vu sur le recadrage, mais sur plein d'autres choses très générales. Et puis il fait tout ce qui est PNL, hein, PNL hypnose, Bien sûr. bien sûr. Sinon PNL sans hypnose, ce serait triste. Et voilà, son plat préféré, c'est les huîtres au champagne. Voilà. Et c'est moi qui vais un peu gérer ce soir parce que sinon il a peur de prendre trop de place. Donc on va faire en sorte qu'on prenne pas trop de place nous deux parce que moi je suis un peu comme toi. J'ai tendance à prendre de la place. Et à mon tour, je vous présente pour celles qui la connaissent pas, celles et ceux qui la connaissent pas, Anna Gallet, coach, PNListe, hypnotiseuse et formatrice. Anna, ça fait une année à peu près qu'elle fait des podcasts que vous connaissez, que vous avez probablement vu, qui s'adressent essentiellement aux jeunes praticiens pour les aider à trouver les meilleures ressources pour avancer. Et elle a des super podcasts
fait avec des grands de ce monde, des Dupré, des... alors, tu me disais Aurélie Véro tout à l'heure, mais pas Jordan, mais ça viendra. Peut-être. Et du coup, moi ce soir. Bien sûr, évidemment. Toi, le plus grand, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est mon côté mégalo. On en a parlé. Ok. Comment on s'est connus? Eh bien, il est venu me chercher, évidemment, suite à des En fait, podcasts absolument géniaux. j'ai vu ces podcasts, j'ai trouvé que c'était génial. Et comme moi, ce que je fais sur mon site méthodelangou.fr, c'est aussi de l'accompagnement pour je dirais pas des jeunes praticiens, mais en tout cas plusieurs éléments de pratique thématique. Je trouvais intéressant qu'on fasse quelque chose ensemble, tout simplement. Donc j'ai sollicité Anna. Mm. Et c'est un peu, ouais, c'est même carrément notre premier webinaire à deux. Mm. Donc on va gérer du mieux qu'on peut. On va faire ça à la cool, je pense. Et en même temps, on l'a préparé. Et en même temps, on l'a préparé quand même. Ce qui nous arrive. Voilà, on est bon. Moi, je vous préviens, je suis émotionnellement très instable cette semaine. Je suis explosée, j'ai une semaine compliquée. Donc je suis pile dans le sujet de quand t'es explosé, que t'as une semaine compliquée, que t'es fatigué, que tu dois quand même donner le mieux que tu peux ce soir, parce qu'on fait tout ça en séance. En fait, ça nous arrive à tous à un moment d'être cassé, de pas avoir le goût, et puis de devoir quand même donner le mieux qu'on peut. Donc je serai le modèle de ce soir. Et le site de Thierry, on mettra tout à la fin. Tout à la fin, on vous met les liens vers mon site, vers le podcast et vers le site de Thierry. C'est parti? Est-ce que vous êtes C'est tous parti. chauds ce soir? Juste une chose, Anna, avant, Pardon. c'est intéressant que les gens participent. Et du coup, comment ça se passe? Ils prennent la parole, ils lèvent la main, Alors, vu qu'on est 56 là, je vous Ouais, propose ouais. d'utiliser les petites réactions qu'il y a sur Zoom. Donc, à côté de enregistrement, participants, discussion, vous avez un endroit qui s'appelle réaction qu'on peut tester tous ensemble tout de suite. Et vous avez levé la main. Voilà, Julie, très bien, tu as compris. Et nous, en fait, moi, je vais voir les premiers qui lèvent la main. On les verra, Alexandra. Voilà, si vous avez des questions. On peut mettre des petits cœurs pour vous dire à quel point on est content. Et on peut même mettre notre humeur de ce soir. Il est où le smiley fatigué? Si vous allez plus loin. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Top! Florence, nickel, le chat Ouais. avec les... Cool! Et ben, c'est parti. Et ce qu'on voulait vous proposer déjà au départ, nous, c'était un premier petit sondage, avant qu'on commence quoi que ce soit, pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport aux émotions du praticien en séance, si vous pensez que c'est utile ou pas, ou c'est quelque chose qu'on met de côté. Et je vous lance le sondage, et vous allez me dire ça marche, parce qu'à mon dernier webinaire, ça n'a pas marché, j'étais dégoûtée. Et ça marche. Donc, est-ce que les émotions du praticien sont utiles en séance? Ça dépend. Non. Mieux vaut les mettre de côté. Le non, en gros, c'est on les met de côté, genre je passe la porte, je mets de côté, et puis je repars après avec mes émotions, et voilà. Et je les laisse pas, entre guillemets, polluer, parce que c'est un peu le truc qu'on peut entendre parfois. Juste un petit tour d'horizon comme ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même effectivement beaucoup de gens, voire même des écoles, qui considèrent qu'il faut tout laisser à la porte. Et ça peut être une technique, pourquoi pas, hein. Justement, c'est de ça un peu dont on va parler ce soir. Et, et bien sûr aussi, mais on va introduire le sujet dans un moment, mais et aussi comment vraiment gérer l'émotion qui va nous submerger. Notamment, je pense à l'émotion que beaucoup de jeunes praticiennes ou de jeunes praticiens ont, c'est-à-dire la peur, l'anxiété de mal faire ou de ne pas tomber à côté ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que tout le monde c'est bon? 70% ont répondu. Il y a des grandes réflexions des fois, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Je me suis jamais posé la question. Allez hop, j'arrête le sondage et je vous montre les résultats. Hop, donc on a 48% du oui, on a 2 non, qui sont les rebelles de ce soir, c'est bien. Je sais pas qui c'est, mais force un. Et ça dépend. Ça, c'est la réponse de formateur Laurent Bertin, le ça dépend. Ok, ceux qui ont répondu ça dépend, dit dans la discussion, vous pouvez nous dire ça dépend de quoi. Ça pourrait être hyper intéressant.
À votre avis, de quoi ça dépend? Hop. Et puis nous, on va commencer Hmm. à parler. Je t'en prie, Thierry, si t'es chaud. Ok, je disais à l'instant qu'effectivement, souvent, on peut avoir cette approche-là, et souvent, je dirais que peut-être ça vient même d'une approche médicale. C'est vrai qu'en général, quand on va voir les médecins, les psychiatres, etc., il y a une espèce de prise de hauteur. On a l'impression qu'il y a un masque. Moi, j'ai été voir une fois un psychiatre dans ma vie. Je suis jamais retourné, hein, parce que c'était froid, c'était masqué, il y avait rien d'intéressant, il n'y a pas eu de rapport. Et donc, on peut se poser légitimement la question de savoir si effectivement une émotion c'est utile ou pas. Bon, déjà, il faut comprendre que bien sûr, on ne choisit pas. Ça vient ou ça vient pas, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, souvent, on a peur aussi comment dire, enfin, il y a vraiment une idée entre si je laisse transparaître mon émotion ou si je la vis, peut-être que je vais perdre mon masque de thérapeute, d'accompagnant, ce genre de choses. Parfois, il y a une idée un peu dans ce sens-là. Alors, vous vous doutez bien que ça peut s'effriter facilement, mais en même temps, il y a probablement une question de nuance quand même, et c'est aussi de ça dont on va parler ce soir. Mm, complètement. Et puis, en effet, ça va dépendre. Je pense qu'on va beaucoup nuancer ce soir, en fait, parce que ça va beaucoup dépendre aussi de quelle émotion, là, j'ai vu un peu rapidement dans la discussion, de quelle émotion ça nous renvoie, et puis d'où elle vient cette émotion. Est-ce que c'est quelque chose qui est généré par l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui est de nous qu'on n'a pas réglé? Et on va aller explorer ça un petit peu dans tous les sens. Parce que pour nous, et encore une fois, c'est que notre avis, il y a quelques entre guillemets, principes à respecter par rapport aux émotions. Je pense que moi, ce sera ne jamais les mettre de côté, mais en tout cas ne pas les écouter durant aucune séance ni rien. Ce sera comme moi le non pour répondre au sondage pour moi. Je vais répondre ça dépend. Et je vais répondre ça dépend, mais souvent oui quand même. Non, on n'écoute pas nos émotions en séance. Pour moi, c'est pas possible. Je suis un peu extrême dans le truc. Toi, si tu répondais au sondage, Thierry, tu dirais quoi? Moi, je dirais oui, parce que moi aussi, ce serait entre ça dépend et oui, mais si je devais vraiment choisir, je préfère dire oui, parce que c'est quand même mon avis. Je trouve que toutes les émotions sont utiles. La majorité d'entre elles sont utiles. Maintenant, évidemment, il faut savoir les reconnaître, ne pas se laisser dépasser par certaines d'entre elles, savoir si elles sont utiles ou pas et à qui, et évidemment ce que ça raconte sur nous. Si on regarde un peu ce qu'on va passer ce soir, je vous donne un petit peu le déroulé de ce soir, la petite introduction qu'on est en train de faire maintenant. Un passage sur d'où vient mon émotion quand j'en ai. Alors, on va pas épiloguer 107 ans parce qu'on est tous des professionnels, plus ou moins, et donc on a déjà une bonne connaissance des émotions à travers nos lectures, nos formations. Mais c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Et puis, on va travailler sur comment gérer les émotions dites inconfortables, l'anxiété, la frustration ou la colère, la tristesse, je dirais les trois émotions inconfortables les plus présentes ou celles qu'on a l'habitude de ressentir. On va faire un point également sur est-ce qu'il faut rire en séance ou pas. Notez que ce n'est pas unanime, hein. On en parlera tout à l'heure. Et parler aussi de la notion de rapport et d'émotion, en quoi l'émotion aide le rapport, en quoi le rapport peut créer de l'émotion, en quoi l'un peut être utile pour l'autre. Tout ça émaillé de quelques anecdotes, probablement, soit certaines qui nous sont venues quand on a préparé le webinaire, soit certaines qui vont venir au travers de vos propres témoignages ou des choses que vous voudrez échanger. En tout cas, n'hésitez pas. L'idée ce soir, c'est pas vous donner évidemment une espèce de connaissance descendante. Bien sûr, c'est plutôt un partage dans ce qu'on va vous proposer ce soir et dans notre manière de faire depuis les années d'expérience qu'on a derrière nous, hein, tout simplement. Ok, top. C'est parti, on va commencer direct. Euh, je pense qu'on peut commencer déjà sur l'idée que, je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais toutes les émotions sont normales et toutes sont utiles et toutes ont un message. Donc quand moi, personnellement, pour avoir accompagné des praticiens débutants, quand j'entends dire en supervision des choses comme ça qu'il y a des émotions qu'il faudrait enlever,
Genre la colère est pas utile, la tristesse, il faut les apaiser tout de suite, et tout de suite on les met de côté, on fait des safe places, on essaye d'apporter du beau, du joli, du machin. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que du coup, on n'écoute pas le message qu'il y a derrière. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé en début de pratique. C'était vraiment le mode, moi, je dois rester hyper neutre. Et j'ai vu un message passer dans le chat qui disait rester neutre permet à l'autre de trouver sa place ou de prendre sa place dans la séance ou quelque chose comme ça. Euh, et en fait, ce qui m'a calmée, c'est quand je suis allée voir, en effet, un peu comme toi, Thierry, quand je suis allée voir une psycho et qui était neutre. Alors, pour être neutre, elle était neutre. J'avais un robot en face de moi. J'avais l'impression de parler ouais, à une porte, à un mur, quoi. Et j'avais aucune envie de lui parler. J'avais rien envie de lui lâcher. Et d'ailleurs, je lui ai rien lâché, hein. J'ai fait du superficiel, superficiel. J'ai rien creusé, j'ai rien donné. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, en fait, la posture de je suis neutre, je, euh, je fais comme si moi il m'arrivait rien et je suis dans une espèce d'accueil inconditionnel et moi ça me touche pas et j'en parle pas parce que c'est à nous en coaching, en formation de coaching, on nous disait on parle pas de nos émotions en fait. Tu parles pas de tes émotions, si ça te touche, t'en parles pas. Tu le régleras après. Euh, donc moi je suis plus du tout sur cet avis-là et voilà, donc chaque émotion a son intérêt, a son avantage et l'idée d'opposer raison et émotion, ce qui est souvent un truc qu'on oppose. On se dit tout le temps qu'on fait des meilleurs choix avec le cerveau. À votre avis, est-ce qu'on fait des meilleurs choix avec notre cerveau ou avec nos émotions? Est-ce qu'on réfléchit mieux avec notre cerveau ou avec nos émotions? Pendant que vous répondez, une petite chose là-dessus. Je suis en train de relire Système 1, Système 2 là. Mm. Et dedans, il parle assez nettement de ça, hein, justement, où il montre qu'il y a pas mal d'expériences qui montrent que euh, le système 1, parfois, prend d'excellentes décisions, mais il prend d'excellentes décisions dès lors qu'il est bien entraîné auparavant aussi. Et, euh, et donc, il y a une question aussi d'entraînement, bien sûr, parce que si on se jette dedans en laissant parler tout soi, probablement qu'il y a une partie de ça qui ne sera pas utile dans la séance malgré tout. Et donc, il y a très certainement une question d'apprentissage aussi dans la gestion de ce qui surgit automatiquement. C'est ça. Parce que là, ce qu'on vient de voir dans les commentaires, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est Mm. exactement ça. C'est en fait développer cette intelligence émotionnelle. Donc je vois que dans les réponses, il y a quand même beaucoup de émotions. Sylvie, si je me coupe de mes émotions, je me sens vulnérable. Je te comprends beaucoup. Je vous ai mis le livre dont parlait Thierry là. C'est Kahneman. Hein. J'ai eu Oui, un c'est doute. Kahneman. Ouais, c'est J'ai eu un gros Kahneman. doute sur comment ça s'écrivait et tout. Donc si c'est pas la bonne écriture, j'ai pas vérifié. D'ailleurs, quand il est dit là, si je me coupe de mes émotions, je me sens vulnérable, c'est super intéressant, hein. Parce Mm. que quand vous regardez, il y a beaucoup de gens qui disent l'inverse, hein. La plupart des gens, même qui viennent nous consulter, ont l'impression de l'inverse, hein. Si je vis une émotion, je me sens vulnérable, ou si je montre une émotion, je me sens vulnérable. Et bien sûr, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, même en cabinet, ça m'arrive assez fréquemment de leur dire, mais précisément en montrant vos émotions, vous montrez l'exemple de quelqu'un capable d'assumer fort. Enfin, j'imagine que c'est des choses qui vous arrivent de dire. J'embraye sur ce que tu disais, Anna, pour poursuivre sur cette idée de d'où vient l'émotion. Déjà, ce qui est important de dire, c'est que souvent, on ne choisit pas, hein. L'émotion est bien provoquée par un truc à l'intérieur de nous. Nous, on ne choisit pas si l'émotion, elle est présente ou pas. On choisit éventuellement, dans une certaine mesure, si on l'exprime ou si on ne l'exprime pas, si on la montre ou si on ne la montre pas, en sachant que même si on est très bon, en général, il y a quand même une part de nous qui va montrer une émotion si elle est présente, hein, par notre paraverbal, notre non-verbal. Et on peut imaginer même qu'une part de l'inconscient de l'autre le perçoit. C'est-à-dire que si on rentre en séance, on est complètement flippé. On peut évidemment, dans une certaine mesure, le cacher. Il ne faut pas serrer la main à la personne parce que sinon, j'ai les mains froides, donc je ne serre pas la main. Ça, c'était bien pendant le Covid. Euh, Si je suis sous les bras, je vais me mettre comme ça pour pas trop montrer que je blague, mais en même temps, c'est vrai que ces idées de peur ou d'angoisse, elles sont assez fréquentes en séance ou en début de pratique. Mais on ne choisit pas si elle vient ou pas. Ça, déjà, évidemment, on ne parle pas de l'idée de est-ce qu'il faudrait laisser l'émotion venir ou pas, parce que de fait, elle vient. En revanche, là où il y a discussion,
c'est les questions qu'il faudrait se poser, je dirais, dès lors qu'il y a une émotion qui surgit à l'intérieur du praticien, c'est qu'est-ce que ça raconte sur moi? Et c'est absolument fondamental lorsqu'on note une émotion importante de se poser la question qu'est-ce que ça dit sur moi, ça? C'est ce qu'Anna disait tout à l'heure en parlant du message donné par l'émotion, mais c'est des choses qu'on apprend aussi à nos consultants. Est-ce que c'est aidant pour moi dans mon accompagnement? Donc, autrement dit, est-ce que c'est aidant pour mon client? Si c'est pas aidant, bah, probablement il y a du boulot à faire, hein. Si c'est aidant, bah, du coup, comment je peux l'utiliser? Comment je peux utiliser ce qui vient aussi? Et du coup, la question corollaire, je dirais, c'est qu'est-ce que j'en fais? Une fois que j'ai ça, j'en suis témoin, qu'est-ce que j'en fais? Alors ça peut être un choix au début conscient, et puis après, au bout d'un moment, évidemment, vous laissez faire, hein. C'est une fois que vous avez pris les rails, bah, vous laissez faire, et finalement, il n'y a plus que les très grosses émotions qui peuvent vous alerter, où il y a ces questions-là qui viennent. Mais sinon, la plupart du temps, moi, aujourd'hui, c'est des questions que je ne me pose plus vraiment, parce que tout ça, c'est automatique maintenant, hein, quelque part. C'est un apprentissage qui a été créé, quoi. Et c'est vrai que quand on débute ou que c'est nos premières grosses séances émotionnelles ou des fois parce qu'on sort de formation, oui, on a vu des émotions, mais c'était quand même vachement cadré. Et puis il y avait toujours un formateur pas trop loin si vraiment ça pétait un plomb, et en plus des fois des formateurs qui prenaient le rôle, enfin, qui accompagnaient à notre place, alors que quand on voit nos premières séances bien émotionnelles, pour nous ou pour l'autre en face, ou les deux, ça fait bizarre. Enfin, je sais pas si vous a fait bizarre, moi ça m'a fait bizarre. J'étais là, ouh, c'est pas que ce serait aussi chaud. Un peu naïf quand même sur les bords. Et donc ouais, je te rejoins sur l'importance de savoir ce qu'on en fait, de se poser des questions, et puis on pourrait même se demander, du coup, dans ces questions, c'est qu'est-ce qui va causer votre émotion? À votre avis, vous, l'émotion que vous pouvez ressentir en séance, elle peut venir d'où? Qu'est-ce qui peut provoquer une émotion chez vous, dans une séance, avant, après? On est large là. On a des petites pistes de réponse déjà. Joli, ouais, oser être nous-mêmes, ouais, pas juste le côté accompagnant. Oui, le côté masque, je suis accompagnant qui ne ressent rien, ou en tout cas qui gère tellement bien ses émotions qu'il va pas les ressentir maintenant, parce que moi je sais les gérer. Je suis pas sûre que ça aide tout le temps nos clients en face. Estelle, quand tu parles de ce que tu disais sur ta psy, c'est très intéressant. On en parlera de ça tout à l'heure, hein, cette idée de pleurer avec le client. Alors évidemment, j'imagine qu'elle ne fait pas ça avec tout le monde. Euh, et ce sera un point intéressant à soulever parce que c'est une vraie question, ça, hein. Je me surprends à pleurer ou à avoir des larmes avec un client. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut que j'aille tout de suite en psy? Est-ce qu'il faut que je paye mon client à la fin? Merci pour la Euh, séance. mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de savoir. On va en reparler de ça, hein. Mm. Ouais, c'est intéressant. Moi, tu vois, à un moment, j'en parlais. Vous voyez, j'en parlais avec Pank. À un moment, on avait un débat là-dessus. On se rejoignait à ça, mais lui, il me racontait que il était allé en séance une fois et son praticien lui avait posé qu'il était ému par ce qu'il racontait et tout, et l'autre, ça l'avait énervé. Ah ben, Mais elle est énervé, mais complètement d'une nerveuse. force. Il était en tant que client, il était là, mais je m'en fous de vos émotions. Qu'est-ce que je m'en tape? C'est moi qui dois, enfin, c'est les miennes qui importent. Débrouillez-vous tout seul de votre côté, quoi. Non, mais Pank, il est énervé de base, hein, Oui, donc c'est vrai. En vrai, c'est ce que je lui ai répondu. il faut quand même comprendre que Je lui quand ai dit, tu toi, vois t'es un peu énervé, de toute façon. quand tu vois ses séances, quand tu regardes ses webinaires ou c'est ce qu'il fait et ses séances, etc., il va très très fort, hein, et je suppose qu'il a la clientèle pour ça, et Alors il moi, se j'ai été sert cliente. de cette colère, à la fois peut-être qu'il a lui-même, mais il essaye de créer aussi de la colère, je pense, comme, comme phénomène de transcendance pour aller dépasser les problématiques de son client. C'est Ouais. particulier comment il fait lui, hein. Ouais, moi j'ai été cliente pendant un moment, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. Mais j'ai trouvé intéressant le fait que ça puisse finalement gêner le client. Et moi, ça m'est arrivé une fois où la personne m'a dit, mais vous voulez en parler? Je fais non, ça va aller. Je réglerai ça, mais voilà, fallait que je le pose pour m'en défaire. On verra que c'est une des façons de gérer l'émotion d'ailleurs. Ok, donc on a eu que deux réponses. Vous savez pas d'où, enfin, vous avez pas réfléchi sur le fait de où pouvait venir votre émotion quand vous avez une émotion en séance, si c'est de l'empathie, si c'est autre chose, de notre vécu, ouais, de vous-même, de projection. Ok, que vous faites, c'est-à-dire que
Vous projetez à la place de l'autre. Ah, ça doit faire mal. Ok. Parce que c'est vrai qu'on est compassion. Ok. Compassion plus plus. Ça fait beaucoup, hein. On différenciera empathie, compassion, les deux. Euh, la projection du client sur nous. Donc là, ouais, on parlera transfert contre transfert, mais très rapidement. Ok, donc ouais, de notre entière disponibilité. Ok, Lise. Anne-Sophie, ce qui l'énerve, c'est les je sais pas et l'impuissance. C'est normal. On en parlera aussi. Parce que c'est vrai qu'on est rentré un peu direct dedans et on vous avait même pas demandé qu'est-ce que vous pouviez vous ressentir en séance. C'est pas bien ce qu'on a fait. Est-ce que vous ressentez rien, des fois de tristesse, colère quelles sont les émotions qui peuvent vous venir en séance ou qui C'est vous pas sont déjà content qui venues? vient. Pas content. Pas content. Donc colère. Si on est hypersensible, ça aide pas. Bah, alors, la case hypersensible, de toute façon les cases aident rarement, mais alors celle d'hypersensible n'aide encore moins. Frustration, sentiment d'injustice. Ah, c'est Et oui. intéressant ça. Ouais, complètement. Et oui, en plus tu dois ressentir une certaine impuissance en mode moi je l'aide dans la séance, mais dès que tu sors, ben est-ce que ce que j'ai fait ça va bouger quelque chose? Est-ce que ça va rien bouger? Ok, tristesse. Une tristesse, il y a de la tristesse qui ressort, hein. Quand tu dis que tu le gères le moins bien, Josué, c'est comment tu gères moins bien? Parce qu'en fait, finalement, on pourrait se dire qu'il y a plein de façons de gérer, hein. Comment on pourrait gérer une émotion? Je pense qu'on pourrait gérer en pleurant. Moi, si j'ai de la tristesse, je peux pleurer. Thierry, tu gérerais comment, toi? Si j'ai une grosse émotion en séance comme ça, il m'arrive d'avoir un peu les larmes aux yeux. Ça m'arrive parfois, oui. Mhm. Après, il y a, on en parlera un peu tout à l'heure, mais si ça dépend si c'est enfin, c'est très rare que j'ai ressenti une forte émotion suite à avec quelque chose de mon vécu à moi. Là, ça me poserait problème si vraiment mon émotion venait essentiellement de mon vécu, parce qu'à un moment donné, ça signifierait quand même que j'ai peut-être pas suffisamment bossé là-dessus moi-même. Tandis que si c'est une émotion qui me vient par empathie, bah, je ne ressentirais ou je ne ressens qu'une version atténuée de l'émotion. Donc c'est rare que j'ai vraiment une très forte émotion en séance en tout cas. Je peux Mm. ressentir de la tristesse, mais rarement jusqu'au point quand même d'avoir des larmes, même si ça m'est déjà arrivé. Mm. Ouais, la nommer, je pense que c'est une. En tout cas, moi, c'est ma technique favorite, je dirais. Euh, S'il y a eu un truc intéressant, il y a eu Marc qui me dit pour le gérer, on peut avouer. J'ai bien aimé le mot avouer, tu sais, comme si c'était une faute. Putain, désolé, désolé, je suis humaine. Sorry. Et c'est marrant, écrit comme ça. Ok, ouais, donc parler de son émotion, ouais, c'est une bonne technique. Ok, intéressant tout ce que vous dites. Je pense qu'on peut continuer un peu sur ce qui cause l'émotion. Non, Thierry? Oui, pardon. Oui, Je bah t'avais c'est perdu. par rapport à ce que tu disais là et par rapport aux réponses qu'on a. Déjà, dans ce qui cause l'émotion, évidemment, il y a les notions de transfert et contre-transfert, même si vous en parlez à certains, comme Jean Dupré, il dira que ça n'existe pas pour ensuite dire qu'il y a quand même quelque chose qui existe par rapport à ça. Mais c'est vrai que bon, certains pensent que c'est un peu illusoire maintenant, mais c'est vrai que on peut pas nier le fait qu'à un moment donné, le patient peut projeter sur le thérapeute des émotions qu'il avait dans son enfance ou à des moments problématiques de sa vie sur une autre personne. C'est bien ça, hein, le transfert, hein, c'est des émotions qui sont quelque part enfouies à l'intérieur du client, du consultant. Et à un moment donné, le thérapeute retrouve le rôle ou se met à incarner cette personne-là, et puis finalement, l'émotion est projetée. Ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est la réaction du thérapeute par rapport à ça.
D'accord? Ce n'est pas un transfert inversé, le contre-transfert, hein. C'est la réaction du thérapeute par rapport au transfert, la réaction émotionnelle du thérapeute par rapport au transfert. Donc, bien sûr, déjà, ce qui peut créer l'émotion du praticien, bah, c'est le contre-transfert, bien sûr, c'est-à-dire comment il réagit, lui, à partir du moment où son client va projeter sur lui l'émotion qu'il a eue ou qu'il aurait dû avoir peut-être sur telle ou telle personne dans un autre moment de sa vie. Si on prenait l'exemple de Pank tout à l'heure, bah, Pank joue beaucoup là-dessus dans ce que j'ai pu voir et comprendre de son travail, justement, puisqu'il cherche à mort le transfert puisqu'il assume pleinement derrière le contre-transfert. Et donc, il cherche à créer et à assumer pleinement le rôle du père, de la mère, de son client, contre lequel son client devait ressentir telle tristesse, telle colère, telle ou telle chose. Et Pank assume pleinement ça. Après, je ne sais pas en lui quel type de contre-transfert il y a, quel type de réaction il y a. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il assume. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut connaître et pas ignorer, bien sûr. Il y a aussi d'autres causes pour l'émotion du praticien, Anna. Je vais juste faire une petit truc sur le transfert pour préciser, c'est les façons d'être en lien avec des autorités qu'on a appris quand on était petit. Donc ce sera pas toutes les émotions qu'on a pu ressentir, c'est vraiment par rapport à une autorité. Et comme nous, on joue des postures d'autorité, même si on le veut pas, ça va. En fait, c'est comme s'il rejouait sa façon d'être en lien avec son père, sa mère, un maître, un prof, n'importe quoi, et qui va venir activer un truc chez nous et dont on doit se servir absolument et pas le mettre de côté. Mais après, il y a aussi du coup tout ce qui est projection, et là, ça sera projeter des émotions qui seraient autres du client. Ça peut être des traumas, puis des traumas perso que nous on aurait et qui viendraient, qui vient faire bim. Par exemple, moi, c'était un truc qui m'arrivait beaucoup sur les femmes agressées, violées, machin, et ça venait taper fort, quoi. Et ça, c'était difficile à gérer jusqu'à ce que j'apprenne à le gérer. Et donc ça, tous vos traumas perso, et ça, ce sera un peu plus compliqué à poser ou à gérer pendant la séance. Il sera peut-être quelque chose à plus gérer après ou avant. Mais en tout cas, il y a un gros travail sur soi à faire à ce moment-là et il faut s'en rendre compte et arriver à différencier en fait qu'est-ce qui vient d'un contre-transfert, qu'est-ce qui vient d'un travail à faire perso, d'un trauma, qu'est-ce qui vient de vos propres projections en mode oh là là, ça doit être horrible ce qu'il vit. Et ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé sur des régressions où je me disais des régressions sur des traumas où je me disais, oh là là, ça doit être là l'endroit traumatique, ça a l'air tellement dur, et en fait, c'était pas ça du tout. C'était qu'on l'avait pas écouté après, ou qu'il était tout seul après, mais c'était pas le moment traumatique. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle, si ça vous est déjà arrivé. Et ça, du coup, c'était mes projections. J'étais là en mode, oh, ça me fait de la peine. J'ai même vu tout à l'heure quelqu'un qui écrivait le mot pitié, et ça m'est arrivé aussi. C'est pas du tout agréable de ressentir de la pitié comme ça. Et, euh, Et je me plantais complètement en fait dans mes projections et heureusement que je m'en suis rendu compte parce que si j'avais appuyé là où je pensais qu'il fallait appuyer, en fait, j'aurais été complètement à côté de la plaque, quoi. Et puis ça peut enfin venir de tous les problèmes qu'on a en fait dans la vie, quoi. Toute notre vie personnelle, actuelle, présente, qui fait que des fois, bah, on arrive un peu comme je vous disais au début du live, quoi. Qu'on arrive avec la tête un petit peu ailleurs, les émotions à l'ouest, complètement claquées, et que quoi qu'il arrive, bah, on doit quand même faire notre taf en fait. Ou alors Ça, sinon on annule nos séances. par rapport à ça, il y a aussi des choses toutes simples, hein. Il y a la tension qu'on peut avoir. Si on a une tension dans son couple, avec ses enfants, etc., ben, quelque part, on peut ressentir aussi cette tension durant les séances. Et avec cette tension, ben, on risque de moins bien accepter, moins bien percevoir les émotions qui peuvent surgir en nous. Et aussi, tout bêtement, avoir moins de patience. Et là aussi, c'est des choses qu'il faut reconnaître. Bien sûr, comme tu disais, Anna, tout à l'heure, c'est enfoncer les portes ouvertes. On va travailler sur des choses plus précises dans quelques minutes. Mais évidemment, il faut absolument mettre ça en avant ce soir. Le travail sur soi, déjà, bien sûr, parce que s'il y a trop d'émotions trop souvent et qui ne sont pas forcément aidantes, bah, évidemment que à un moment donné, il y a de la supervision et ou un travail Mm. sur soi-même et se faire accompagner par quelqu'un. Euh, parce que si ça prend trop de place dans la séance, évidemment, ça, c'est pas aidant pour le client. Donc,
il y a vraiment cette idée, quelque part, d'engager ce travail dès lors que l'émotion est trop forte et qu'elle n'est pas aidante. C'est surtout, à mon avis, une des choses importantes à faire. Hmm. Ouais, moi c'est un peu aussi mon cheval de bataille. Il y a eu le débat là récemment sur hypnose, de se faire accompagner. Et moi, c'est juste en fait essentiel. Donc on va parler de connaissance de soi, mais en fait c'est même juste essentiel pour reconnaître quel type d'émotion vous êtes en train de vivre. Est-ce que c'est sur du contre-transfert et c'est utile? Est-ce que c'est un trauma perso et, euh, et du coup il y a à le travailler ailleurs? Est-ce que c'est de votre vie actuelle qui fait que? Est-ce que c'est vos projections? Et ça, tant que on n'a pas bossé sur soi, et attention, bosser sur soi, c'est pas faire une formation. Là, moi, quand je formais pour une boîte, le nombre de fois où j'ai entendu une stagiaire qui me disait ah non, mais moi je veux pas voir quelqu'un à l'extérieur avec des gros trucs, quoi, des dossiers, hein, les doses que tu mets sous le tapis. Je vais pas voir quelqu'un parce que je fais la formation et la formation elle m'aide beaucoup et ça me permet d'évoluer, ça me permet, j'ai vu à quel point j'ai changé. Oui, on est d'accord, ça permet vachement d'évoluer une formation, mais ça va pas régler les gros dossiers qu'il y a sous le tapis et qu'on continue à mettre sous le tapis parce que maintenant on n'a plus le temps, qu'on doit accompagner d'autres personnes, que il faut déjà qu'on gagne notre vie avec Hypno et que des fois on n'a pas envie de remettre de l'argent ailleurs, etc. Mais moi personnellement ça devrait être, je suis une dictatrice, ça devrait être obligatoire en fait de se faire accompagner quand on est accompagnant. Pas sous toute la durée, mais à des moments clés, quoi. Il y a une question qui est très intéressante, hein, qui rejoint ce que je disais à l'instant. Comment est-ce qu'on reconnaît une émotion aidante? Ben, ce serait intéressant de donner quelques éléments de réponse à cette question. Déjà, à mon sens, la première réponse qui me vient par rapport à ça, c'est l'émotion, elle est aidante dès lors que stratégiquement, elle est utile dans la séance. Alors après, on ne va pas choisir, hein, d'accord? On ne choisit pas quand l'émotion surgit, c'est ainsi. Mais est-ce que ce que je ressens dans la séance est utile? Si quelqu'un arrive en deuil après avoir perdu un proche et qu'à un moment donné, je ressens une émotion qui est une émotion de partage liée à quelque chose de triste, finalement, que ce soit parce que moi-même j'ai vécu un deuil ou que ce soit parce que j'ai de l'empathie pour cette personne-là, dès lors que ça ne dépasse pas une certaine mesure, a priori, ça peut être aidant. Ça peut être aidant, en tout cas dans un premier temps. C'est quelque chose dont je vais parler tout à l'heure, mais ça peut être aidant. Donc déjà, c'est est-ce que stratégiquement, c'est intéressant? Il est évident que quelqu'un qui arrive et qui est en deuil, il y a l'accompagner, il y a l'aider à verser quelques larmes si toutefois ces larmes n'ont pas pu être versées. Mais à un moment donné, la personne, elle vient aussi pour changer son émotion, en fait, hein, finalement. Elle vient pour modifier quelque chose. Euh, et donc, on ne peut pas rester nous-mêmes dans cette émotion-là tout le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que si l'émotion vient de ma propre expérience sur un deuil que je n'aurais pas fait, ben, peut-être que ça va venir chatouiller à un endroit qui va faire que moi, je ne vais pas pouvoir changer d'émotion, ce qui pourtant serait aidant pour la personne là, à ce moment-là. Et donc, je ne vais pas pouvoir incarner un changement par rapport à cette émotion-là. Et finalement, la séance sera peut-être pas aussi utile qu'elle aurait pu l'être. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir d'où ça vient l'émotion. Est-ce que c'est du transfert, enfin du contre-transfert? Est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que ça vient chercher quelque chose que j'ai vécu chez moi, enfin dans ma propre vie? Et il y a même des fois, moi je me souviens d'une fois où une personne me racontait quelque chose, son histoire de vie, et ça m'a touché à ce moment-là. Et j'ai mis du temps il a vraiment fallu que je fasse un peu d'introspection pour me dire, mais pourquoi ça m'a touché à ce moment-là, et pour retrouver en fait un souvenir d'enfance similaire, le genre de souvenirs dont on sait qu'ils existent, mais en fait, on se dit, ah, mais ça fait tellement longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais bien sûr, en fait, c'est ça que c'est venu toucher. Et parfois, c'est vrai qu'il y a un petit moment, quand on ressent quelque chose comme ça, moi, en tout cas, quand j'avais fait ça à ce moment-là, ça m'a bien aidé, parce que à ce moment-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti quand même un truc assez fort comme ça, que j'ai réussi à masquer, hein, tant bien que mal, c'était pas non plus débordant, mais ça m'a questionné à ce moment-là. Mm. Est-ce que ça vous aide à voir ce qui pourrait être une émotion aidante en séance de moins aidante?
Ou s'il y a d'autres questions sur le thème, ou sinon on peut avancer sur l'anxiété. On avait mis, je crois, en premier, hein. Oui, Mm. Donc ouais, pour faire un petit résumé, en gros, l'idée, c'est vraiment de développer une intelligence émotionnelle qui se développe grâce aussi à la connaissance de soi, puisque la première étape de l'intelligence émotionnelle, c'est reconnaître. Donc reconnaître notre émotion, laquelle c'est, la nommer, ce qu'on fait en fait avec nos clients, hein, qu'on doit absolument faire chez nous. Euh, et puis en deuxième, il y a donc l'accepter, et ensuite l'accepter, qu'est-ce qu'on en fait? Donc si je l'ai accepté, et ensuite je me la fous pour plus tard, et c'est un dos que je dois absolument traiter, ou je la pose en séance et j'en fais quelque chose, etc. Et là, il y a plusieurs manières de faire et manières de voir, hein. Il y a des gens qui nous diront jamais je dirai à la personne vous me mettez en colère. Je trouve ça dommage parce que c'est sûrement un truc qui se joue en fait, mais on verra dans l'étape colère, j'imagine. oui. Après, évidemment, il y a la manière de le dire. Ah bah oui. Évidemment, on ne peut pas dire à la personne vous mettez en colère. Il y a un bon truc en CNV Mm. pour aller le faire correctement. Parce qu'il y a des fois, on a vraiment envie de dire ça, vous mettez en colère, parce qu'en fait, il y a une part de vérité, hein. Et en même temps, pouf, a plus le rapport. Terminé. Donc, c'est intéressant d'aller. On va en parler tout à l'heure lorsqu'il y a la colère. Et également, là, on va commencer à parler un peu d'anxiété. Et en ce qui concerne l'anxiété, la colère, la tristesse, en termes d'intelligence émotionnelle, à la fois de savoir d'où ça vient, bien sûr, mais quel message ça donne et qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, quand on parle d'anxiété, en général, l'anxiété peut être facilement liée soit à la volonté de contrôle, etc. Mais je dirais que dans nos domaines, ça peut être lié aussi beaucoup à la volonté de bien faire, au désir de bien faire, au désir d'être utile, au désir de poser la bonne question au bon moment, etc., etc. Et, et déjà, quand on se dit non pas je suis anxieux, je suis stressé, j'ai peur, mais je désire bien faire, ça, c'est des choses qu'on apprend à nos consultants. Ben, c'est quand même plus agréable de comprendre que derrière toute peur, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a une notion de désir, il y a une notion de volonté. Et souvent, même les gens qui n'ont pas du tout d'anxiété quand ils débutent quelque part, probablement que souvent, c'est qu'il y a un problème quand même, hein. Quand on fait les choses pour la première fois, bah, c'est quand même assez aidant, dans une certaine mesure, évidemment, de ressentir de l'anxiété. Maintenant, bien sûr, j'entends bien que des fois, il y a un curseur qui va beaucoup trop loin et que c'est là où il faut travailler. Mais il y a une part de l'anxiété qui est essentiellement utile, bien sûr. Mm. Oui, comme tout, c'est comme toutes les émotions en fait, c'est des curseurs. C'est à partir du moment où l'anxiété, elle te fait ne pas pouvoir avancer ou ne pas pouvoir faire ta séance ou te fait préparer ta séance. Parce que j'entends des fois chez les stagiaires Mm. qui préparent une séance pendant 3 heures avant. C'est l'enfer en fait. Si t'as tellement peur du regard de l'autre en fait et qu'il te trouve bon praticien et que t'as envie vraiment d'avoir des résultats et que ça te stresse au point d'être focus en fait qu'entré sur toi, si je parle en métaprogramme, Ouais. c'est là que ça devient problématique. Et d'une part, et en même temps, quand on voit le problème de l'anxiété, que ce soit en tant que praticien ou dans la vie de tous les jours, finalement, c'est que quand on est anxieux de quelque chose, on essaye de. Les solutions qu'on applique vont être des solutions qui vont essayer de lutter contre l'anxiété, mais pas pour essayer de résoudre le problème, hein. C'est-à-dire que euh, je veux que ma séance soit la meilleure possible. Et donc, je vais essayer de la préparer, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Mais finalement, le but de ça, c'est quoi? C'est pas forcément que ma séance soit meilleure, parce que in fine, elle ne sera pas forcément meilleure si je l'ai préparée. D'ailleurs, si je l'ai tellement préparée, au bout d'un moment, je vais faire ce que j'ai préparé et non pas ce qui va être amené par l'autre en séance, etc. Et puis, vous savez bien qu'en général, c'est quand même plus utile d'être utilisationnel et de prendre ce qui a été amené en séance. Mais si je prépare tout, ben, je ne laisse pas de place au hasard. Je ne laisse pas de place à l'émotion, d'ailleurs, au passage, la plupart du temps, parce que si je prépare, je vais dire, alors là, 22e minute, là, il faut pleurer. Euh, Là, normalement, le client pleure. Merde, il pleure pas, qu'est-ce que je fais? J'ai loupé un truc. Il faut que je revienne à l'étape 2. On Calmez l'émotion. recommence. Euh, non, mais il y a vraiment cette idée de, il faut faire attention aux stratégies qu'on met en place.
il y a des stratégies qui peuvent être très bonnes, mais à qui elles servent? Alors bien sûr, si on met en place des stratégies pour réduire son anxiété, in fine, ça sert aussi, a priori, pour aider la personne à résoudre son problème. Mais il ne faut pas que les stratégies qui soient mises en place soient aussi des stratégies qui finalement renforcent le problème. Finalement, le meilleur moyen de gérer l'anxiété, c'est d'arriver à comprendre très profondément que l'avenir est incertain et que c'est tout à fait acceptable. Mm. C'est souvent ce qu'on va mettre, bah après aussi souvent ce qu'on va voir chez les clients, les stratégies qu'on va mettre en place pour gérer une peur sont souvent celles qui vont venir amplifier le problème. Euh, donc la fuite, l'évitement, la surpréparation, demander de l'aide, des choses comme ça va faire que dire à votre cerveau, oula oui, 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 il y a un truc qui est vraiment dangereux là. Donc je te rejoins complètement Thierry, accepter que c'est complètement incertain, qu'on bosse avec des humains en fait. Et, euh, et que ces humains-là sont humains comme nous et ils vont arriver en séance. Des fois, moi au début je préparais. Et une fois, j'avais préparé un truc, je préparais pas beaucoup, mais je préparais un peu parce qu'en plus en coaching, on a un peu on va dire un contrat déjà à suivre et puis des grandes étapes à faire. Et j'arrive et la personne n'apporte pas du tout le truc sur le quoi je voulais bosser en fait. Ce qui arrive souvent. Si tu prépares ton truc et l'autre il arrive avec son machin et tu fais mais ah non, ne bosse pas sur ça aujourd'hui. Changez-moi ce client. Changez-moi ce qui dégage. Redonnez-moi un qui Mais avait les oui, trucs qui avaient marqué avant sur la oui, prise de rendez-vous. c'est ça. C'est le côté un peu perfectionniste en fait, je pense qui vient nous pourrir un peu la vie. Et ce qu'on s'était dit nous, c'est que bah, cette anxiété-là, quand on la gère, et comme dit Thierry, donc d'aller bosser d'où elle vient, quel est le besoin derrière, pourquoi j'ai besoin d'être assuré, qu'est-ce qui me fait vraiment peur derrière le fait de faire une séance, est-ce que c'est le regard de l'autre, est-ce que c'est de pas avoir de résultat, si j'ai pas de résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Pour citer une connaissance, c'est qu'est-ce qui te fait peur quand t'as peur? Euh, Bah, ça se gère avant, ça se gère après, mais ça se gère pas pendant une séance. Celle-là d'émotion ne se gère pas pendant une séance. Celle-là, par contre, on la prend, on la met de côté, avant, après, mais pas pendant. J'avais entendu ça aussi en formation. Moi, clairement, on m'avait dit ça. Moi, je suis un grand flippé. En tant que bon perfectionniste obsessionnel, ma femme pourrait en témoigner. Non, j'ai beaucoup travaillé sur moi quand même. Euh, bah, c'est quelque chose qu'on m'avait dit, c'est avant et après, mais pas pendant. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement, on apprend bien à nos enfants, il y a un temps pour chaque chose. Non, c'est pas le temps de jouer avec ton doudou, c'est le temps de manger. Non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bah, finalement, le petit nous-mêmes à l'intérieur qui a envie de se rassurer à mort, etc., très bien, il y a des choses à faire avant, il y a éventuellement des choses à faire après, mais pas pendant. En parlant de trucs à faire avant, on voulait vous proposer avec Anna un petit exercice parce que, en fait, il se trouve que en tout cas, moi, j'étais vraiment flippé au début de mes séances. Je suis à grosses gouttes bah, j'avais très peur parce que, évidemment, j'ai essayé de bien faire. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait sa formation, et qu'on reçoit les premières personnes en cabinet, je veux dire, c'est quand même une aventure, quoi, hein. Et donc, et ce pendant assez longtemps, hein, pendant les quelques premiers mois de ma pratique, la première année presque. Après, en première année de pratique, on n'a pas non plus 50 clients par jour. Et du coup, en fait, je m'étais fait un papier que je relisais avant les séances, quasiment avant chacune des séances, un papier sur lequel j'avais noté un certain nombre de choses rassurantes, la petite phrase ou le petit truc qui me permettait, moi, de me rassurer moi-même, simplement. Hormis faire un peu de cohérence cardiaque ou un peu d'auto-hypnose avant, ce que je faisais aussi, mais se rassurer par sa propre voix intérieure, c'est quand même pas mal avec une petite phrase. Parce que je vous rappelle que quand on a une petite partie de soi qui dit un truc qui ressemble à oh là là, ça va être dur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va t'amener, est-ce que tu vas trouver la bonne question, est-ce que tu vas trouver la bonne technique, quel protocole il faut faire, etc. etc. Et dire à cette partie-là, mais si, ça va bien se passer, t'inquiète pas, tout va bien, c'est nier la peur, ça, hein. C'est nier la peur et l'anxiété. C'est pas l'aider, c'est pas être aidant de faire ça. Être aidant, c'est dire un truc du genre on ne sait pas comment ça va se passer et on a tout fait pour que ça se passe le mieux possible. Ça, c'est plutôt aidant. Mais dire ça va bien se passer, c'est juste se mentir à soi-même. En fait, on n'a aucune idée de savoir comment ça va se passer. D'ailleurs, Anna, je suppose que ça t'est arrivé aussi d'avoir des séances qui se sont mal passées. Et moi, Il y j'ai a un des suivi souvenirs complet. de séances où ça s'est mal passé. J'en ai pas des milliards, mais enfin, j'en ai certaines qui me restent en tête et qui m'ont permis d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Mm. Euh,
Est-ce que juste avant l'exercice, tu me permets, Thierry, de Oui, rebondir oui. sur le chat qui est vachement intéressant? Parce qu'il y avait Marc qui disait que préparer était très utile et ça préparait de s'améliorer. Pour moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce qui permet de s'améliorer, c'est de faire un feedback derrière ta séance. De te dire qu'est-ce qui est de t'enregistrer de machin et de te dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et, euh, et en fait, tu prépares des choses que tu sais déjà. Souvent. C'est pas, tu vas pas elles vont pas s'enlever de ton cerveau quand tu seras en séance puisque tu les sais. Et il y a un formateur, Risoletta, qui disait qu'il y avait un formateur qui lui disait de préparer pendant 3 heures son script avant. Oh, waouh. Imagine si t'as 50, 70 séances, tu dois préparer à chaque fois pendant 3 heures ton script. Il Ce n'avait pas qui, beaucoup de séances, je pense, le formateur. ce qui m'arrive de préparer avant, moi, parce que je te rejoins tout à fait, Anna, là-dessus, hein. Quand je regarde mes préparations de séance avant, ce que j'essayais de préparer, etc., souvent ça tombait à côté ou machin. Où je dis, bon, alors là, je vais peut-être faire une négociation entre parties vu ce que la personne amène. Là, je vais faire un truc. Là, je vais faire un truc. Bon, pourquoi pas se donner une idée comme ça, mais ça sert plus à se rassurer qu'à faire en sorte que la séance soit bonne. Maintenant, quand on se rassure, la séance peut être meilleure aussi en se disant, bon, j'ai une ligne directrice. Si on reste quand même assez flexible et qu'on se dit, bon, je peux changer un peu, enfin, ça bouge quand même les ouvertures par rapport aux autres. Mais ce que je prépare encore aujourd'hui, parfois en séance, c'est quand, par exemple, la personne m'a donné une petite phrase ou quelque chose que je dois recadrer, il m'arrive, avant les séances, de réfléchir si j'ai pas trouvé un bon recadrage en séance. En général, je prends très peu de notes sur les clients, mais je prends comme ça ces petites phrases qui se disent à eux-mêmes. Et il m'arrive de réfléchir en disant, putain, s'il faudrait absolument que je trouve un recadrage par rapport à ça, un recadrage qui soit bon, quoi, pas un truc à la mort moelle. Et voilà, c'est à peu près le seul truc où ça nécessite vraiment une bonne réflexion parce que voilà, pour moi, c'est un truc à préparer. Parfois. Ouais, moi, si je prépare, c'est que je vais relire les notes que j'ai prises Oui, c'est ça. à la fin de la séance pour me remettre un peu en mémoire les trucs. Il y avait une question, qu'est-ce que c'est qu'une séance qui se passe mal, une séance qui se passe bien? C'est une bonne question. Personnellement, c'est un accompagnement, moi, qui s'est mal passé. Enfin, si, c'est le principal. Et en fait, mon cadre était pas tenu et il a explosé mon cadre parce que je le tenais pas. Donc, il a fini par ne pas me payer, me voler un bouquin. Enfin, voilà, c'était vraiment compliqué et j'ai vraiment merdé, mais j'ai appris de ça. Plus jamais je fais ça. Le cadre, mon petit, maintenant, il est béton. Ok. Pour moi, l'une des séances les pires, c'est une des séances où j'ai clairement perdu le rapport. Mais perdu le rapport, quoi, hein. Donc, plus rien, fermé, terminé. Plus de. Si je pose une question, c'est je sais pas. Voilà, j'ai pas fait payer. Merci, au revoir. Mais à ce moment-là, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire, en pensant que j'avais suffisamment de rapport pour le faire, et en fait, non. Euh, et, et c'est un très mauvais souvenir. Mais ça m'a appris, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, Ok, on peut avancer. Alors, on fait un petit ouais, exercice ou on vous laisse ouais. le faire chez vous parce qu'il est 20h25. Si on voulait respecter un peu notre timing, Ouh, ouais, c'est qu'on vrai, n'a hein. pas du tout respecté. Cata. Le cadre, on a Alors, le cadre. l'idée, c'était de faire un petit exercice sur qu'est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même. Je parlais de petites phrases à se dire avant une séance, et c'est vrai on va un peu avancer parce qu'il y a quand même du contenu ce soir et des choses assez précises à vous proposer. Euh, bon, si c'est OK, on va le mettre de côté, Anna. Je vais Oui, notez-le simplement vous. Vous le notez, vous le piocher, ferez, et puis voilà. piocher par rapport à ce que je vous propose là. Moi, j'ai ressorti le papier que j'avais écrit à ce moment-là et que je relisais tout le temps. Et je vais vous donner en vrac ce que je disais là. Il y a, je sais pas, une petite dizaine de petites phrases que je relisais avant la séance. Donc. Et confiance, c'était pas ça. Mais le pire, c'est que ma première petite truc commence par ça, une question de confiance. Donc voilà ce que je m'étais noté. Je m'étais noté sur ma feuille. Avoir confiance en l'autre est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Plutôt que d'essayer d'avoir confiance en moi, c'était l'idée de me dire, je peux avoir confiance en l'autre. Mon rôle est d'aider les clients à changer par eux-mêmes, pas de les changer moi-même. Ça, c'était des choses que finalement des formateurs m'avaient dit, ou j'avais lu je ne sais pas où, et ça avait fait du sens, et ça me permettait d'apaiser vraiment mon anxiété. Parce que c'est vrai que si mon rôle, c'est pas de changer les autres, mais c'est de les aider à changer, bah, ça n'a rien à voir déjà, hein. Et c'est pas de changer moi-même non plus. Plus je réfléchis à ce que je dois faire ou à la question que je dois poser, moins je suis avec l'autre. On voit bien une phrase de formateur hein, là-dedans, hein, vous ne trouvez pas? Je sais pas.
Euh, J'avais repris une phrase que j'avais lue dans, je crois que c'était La réalité de la réalité de Paul Václavic, mais je n'en suis pas sûr. La relation avec l'autre prime sur le contenu. Et en fait, dans ça, il y a presque tout, hein. Parce que la relation, c'est du savoir-être. Donc, il n'y a pas de préparation, hein, pour avoir une bonne relation, hein, quelque part. C'est en ça un peu où on se disait, est-ce que la préparation, c'est utile, etc. Parce que si vous regardez, moi, je me souviens en formation, on m'avait tellement bassiné avec l'histoire de la relation et du rapport, mais c'est qu'aujourd'hui, plusieurs années de pratique après, où je m'aperçois que non seulement le rapport est important, mais en fait, le rapport fait 90% du travail, hein. C'est énorme, en fait, c'est énorme. Alors qu'en formation, on nous apprend que de la technique, quasiment. Enfin, on nous apprend le rapport, machin, etc. Mais si on regarde bien, à un moment donné, on nous apprend aussi beaucoup de techniques. Parce qu'il faut quand même, si toute la formation, c'était apprendre le rapport, ils ne pourraient pas faire payer des formations aussi chères, quand même. C'est pas possible. Donc, on apprend quand même un peu de technique. Mais le rapport joue un rôle extrêmement important. Je continue. J'avais noté, être utilisationnel. Dans une séance, il y a beaucoup plus de choses à utiliser que de choses à apporter. C'est quand même, c'était aidant. Comme ça, je me disais, j'ai pas de choses à apporter, en fait. Pourquoi je m'emmerde? Je ne suis pas là pour donner des conseils ni trouver des solutions. Voilà ce que je me disais. Je ne suis pas là pour donner des conseils ni trouver des solutions. Du coup, ça soulage. Parce que des fois, les gens, ils amènent un problème, on a l'impression qu'il faut trouver la solution à leur problème. Mais c'est pas vrai. C'est pas à nous de trouver la solution à leur problème. On les aide, on les accompagne. Il y a cette idée de leur faire confiance et de faire confiance dans leurs ressources. Celle-là va vous faire rire. Si le client vient me voir, c'est qu'il estime que je suis compétent. Moi, j'en suis pas sûr, mais probablement que mon client m'estime compétent. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où je me suis vu poser des questions très moyennes ou faire des séances moyennes. Et finalement, le client a changé, a évolué, et probablement parce qu'il a cru en moi aussi, lui. Lui aussi a cru en moi. Peut-être plus que des fois j'ai cru en mon client au début, en tout cas. Je m'étais noté, ma vie est bien plus large que ce client. Un peu de prise des hauteurs. Et je m'étais noté enfin, je verrai encore beaucoup d'autres clients après celui-ci. Alors, je vous donne ça, espérant qu'il y a quelques petites phrases comme ça qui peuvent vous faire écho et vous aider peut-être à trouver les vôtres propres. En tout cas, c'est un petit partage qui, moi, très personnellement, m'a beaucoup, beaucoup aidé à abaisser mon anxiété de mal faire, de ne pas être à la hauteur, etc., au début de ma pratique. Et puis, je vais terminer, et puis tu pars ensuite sur la colère, Anna? Si on parle d'anxiété, parfois on peut assez vite faire amener le sujet de la légitimité. Et je l'ai amené justement avec l'une des phrases que j'ai proposées là. Et je me souviens d'une fois en formation, quand j'étais dans un de mes retours avec Jean Dupré à l'Arche, il y a eu cette notion de légitimité qui est venue. Et Jean Dupré a dit une phrase qui, depuis, m'est toujours restée en tête. Je ne sais pas s'il l'a écrite quelque part d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je la trouve formidable. Et il disait aux stagiaires qui posaient une question de légitimité, il lui disait, le jour où tu seras légitime, tu n'auras plus besoin d'être compétent. Et je trouve que c'est un recadrage excellent que je vous laisse méditer, que je ne vais pas commenter. Le jour où vous serez légitime, vous n'aurez plus besoin d'être compétent. Donc, ce n'est pas la peine de courir après la légitimité. Et je vous laisserai méditer, je vous laisse méditer là-dessus, comme ça on peut avancer aussi. Merci Thierry. Donc on est passé à la colère. Euh, et juste avant que je donne quelques exemples de pourquoi est-ce qu'on pourrait être agacé en séance, parce qu'on va peut-être pas dire en colère, hein, quoique peut-être chez certains, mais peut-être plus agacé. Qu'est-ce qui vous agace en séance? Quels sont les gros trucs qui vous agacent en séance? Moi, c'est le retard. Le retard, mais comme ça m'agace. Le retard non prévenu. Tu vois, parce qu'un retard prévenu, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais le retard non prévenu de 20 minutes, ça me rend dingue. Ça, les lapins. Plus ça pour le retard. Les annulations. Annulations, ça m'agace pas trop parce que le manque d'investissement. Thierry, si tu peux mettre dans le groupe la dernière phrase que tu as dit. Tu peux l'écrire. Je vais l'écrire. Ouais, top. Le manque d'investissement, ouais. Moi, ce qui m'agace, alors c'est pas le manque d'investissement parce que là je me dis que c'est moi qui ai loupé un truc sur l'engagement, c'est les je sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais les je sais pas à répétition ou les personnes où tu dois tirer les verres du nez, les ados, les ados qui te parlent pas, qui ont pas envie de te parler, et là ça parle de, c'est nous qui avons loupé un truc, tu vois, mais
Alors vous, qu'est-ce qui vous agace? La dernière minute, le retard, les parents avec les enfants, c'est un délire aussi. Donc il y a pas mal de trucs qui peuvent nous agacer. Euh, les non-réponses du genre aussi, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Et puis ça pourrait être aussi des choses comme ouais, la lenteur, les parents envahissants. Et un autre truc qu'on s'était dit, c'était la lenteur du changement, ou quand tu vois pas de changement. En fait, quand les personnes viennent depuis plusieurs séances, en plus en coaching, elles viennent sur plusieurs séances, et tu vois que les résistances, t'arrives pas, ou t'es en train de les créer, ou tu veux... Il y a un truc qui fait que ça bouge pas, quoi. Là, tu te dis, non, mais comment je fais? Alors, ou ça peut amener de l'anxiété, ou ça peut amener un petit truc d'agacement de, pouf, il est contre moi, lui, une petite parano. Mais je vois qu'on se rejoint sur les problèmes, si on n'avait pas dit, mais les victimes. Les victimisations de c'est pas moi, c'est les autres. Moi, j'en avais une comme ça en séance. Elle devait avoir 65 ans. Elle se prenait la tête avec sa belle-fille, mais une cour d'école. C'est elle qui a commencé, elle m'a dit. Je fais quoi? J'étais ouf. J'étais dingue. Elle m'a rendu dingue et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, ah ouais, moi là, ce que vous êtes en train de me dire, bah, je suis en train de m'activer toute seule parce que je me dis, mais comment vous, à 65 ans, vous pouvez être encore là-dedans et qu'est-ce que ça vous apporte pour vous dans votre vie de faire ça, quoi? Et moi, ça a été ma technique à ce moment-là, c'était de le poser, de dire, ouais, moi, là, je suis en train de m'énerver toute seule. Pour rien, hein, c'est pas vous, c'est moi. Et de lui poser une question après là-dessus. Et ce qui est intéressant souvent dans la colère, c'est que, en fait, ben, dans tout d'ailleurs, c'est que les gens vont rejouer un peu la façon d'être en relation qu'ils ont avec le monde, avec vous, et que vous savez que quand ils vous énervent, vous, c'est qu'ils doivent énerver plus de monde que vous-même. Qu'est-ce qu'on s'était mis sur la colère? Souvent, les gens, ils savent qu'ils sont chiants, hein. Ah ouais. Il y a plein de gens, ils le savent très bien, hein. Ou qui sont. Moi, quand on s'était posé la question, moi, la première chose qui m'était venue, c'était les gens passifs. Alors, ça a déjà été cité sous une autre forme, du genre je sais pas, etc. Mais pire que ça, je dirais les gens qui, dès que tu vas proposer quelque chose ou avancer sur un terrain, ils vont dire non, mais ça, je peux pas, ça, c'est pas possible, ça, machin, ça, non, ça, truc, etc. Ou quand tu vas tenter des recadrages ou des propositions de sens, ça va être non, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Et en fait, il y a cette idée justement qui met en colère parce qu'on sait que c'est faux aussi, mais on se dit, mais en fait, elle veut changer, mais elle veut pas changer, quoi. Alors qu'en fait, c'est une idée, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si tout elle voulait changer, elle serait On pas dans serait le pas là. cabinet. C'est là où on voit que c'est une colère ou en tout cas une tension qui n'est pas légitime, où il y a vraiment cette idée, au contraire, d'aller vers cette personne, même si elle active chez soi un truc du genre mais bouge-toi le cul, putain, lève-toi et marche. Je suis désolée. Ouais, 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 je dirais que ce genre de colère-là, quand ça vient vous taper vous, c'est intéressant d'aller chercher ce que ça vient vraiment taper chez vous aussi, dans les personnes passives. Parce que si elles sont passives, en fait c'est normal. C'est exactement ce que me dit Thierry, c'est si elles y arrivaient toutes seules, elles seraient pas là. Si elles n'avaient pas de résistance, elles seraient pas là. Donc qu'est-ce que ça vient activer chez vous? Alors des fois la colère peut être une émotion raquette de la peur, hein. Alors, j'ai peur de pas avoir de résultat, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas trouver le bon fil à tirer, j'ai peur de pas poser la bonne question au bon moment, tu sais le mythe de la bonne question au bon moment. Voilà, j'ai peur de ces trucs-là et donc du coup plutôt que d'avoir peur, je vais me foutre en colère parce que des fois bon, c'est pas gérer la peur, machin. Donc celle-là, la colère à gérer à d'autres moments ou à poser. Alors je sais pas si t'as déjà arrivé toi Thierry de la poser en séance quoi, de dire là moi je suis en train de j'ai un truc chez moi qui se met un peu en colère, je suis en train de m'agacer un petit peu et je me demande et continuer là-dessus quoi. Alors moi je vais pas forcément. Alors déjà effectivement dans l'idée de comment gérer sa colère, il y a bien à la fois comprendre, etc. On va en parler dans un moment. Mais souvent, quand il y a quelque chose comme ça, moi je vais en parler, mais je ne vais pas forcément nommer la colère. Je vais dire ça me crée une tension ou là, il y a un petit truc qui s'active à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas forcément nommer colère. Euh, et puis je vais vraiment le faire sous forme CNV, quoi, hein, du genre, vous voyez, là, ça fait, je crois, la troisième fois qu'on se voit, la troisième fois que vous êtes en retard. Et vous voyez, moi, j'ai besoin de mon heure et demie de séance parce que ça me permet d'être zen, de vraiment m'investir.
Donc, en fait, tu vois, je vais nommer le besoin plutôt que nommer ce que ça a joué, ce qui a joué à l'intérieur de moi, alors que pourtant, troisième fois en retard, ça me fait chier, hein. Enfin, c'est pas que ça me fait chier, c'est qu'effectivement, je me dis un truc faux, là, il se fout de ma gueule quand même, hein. Évidemment, c'est faux, c'est pas vrai. Euh, et donc, vous voyez, j'ai besoin d'être zen, j'ai besoin de machin, de manière qu'on puisse faire une séance la plus intéressante, la plus complète possible. Est-ce que vous êtes d'accord pour la prochaine fois venir 5 minutes en avance, hein? Et puis, je le fais sous forme CNV avec un petit OSBD plus ou moins bien fait. Mais je vais rarement nommer colère, moi. Hmm. Ouais, on a des stratégies différentes, ouais, parce que moi, un truc comme ça sur le retard, ça va être. Déjà, je vais me dire, putain, j'ai explosé mon cadre, il y a un truc qui déconne. J'aurais dû la recadrer avant. Et si tu peux mettre dans le chat OSBD les besoins, machin. Ouais. Et je pense que je vais lui demander en fait à la personne si ça lui arrive souvent comme ça quand des choses sont définies à une heure de pas arriver à l'heure, d'arriver en retard, de machin, pour voir si c'est un pattern qui se répète ailleurs que juste avec moi en fait. Parce que quand ça fait 3 fois à un moment, tu te dis. Ouais. Ouais, en effet, moi je pense que le premier truc c'est elle se fout de la gueule et ensuite c'est qu'est-ce qu'elle joue, qu'est-ce qu'elle est en train de jouer avec moi. Et dans quoi il faut pas que je rentre parce qu'après forcément tu peux tomber en fait dans le pattern de la personne et si toi tu te mets en colère ou que tu fais du rejet ou du bah vous venez plus, voilà, vous reviendrez plus ou je vous ferme ma porte ou un truc comme ça ou ça peut juste rejouer les trucs qu'elle joue avec tout le monde quoi. Je sais pas du tout si je suis claire là à ce moment-là. C'est pas grave. Est-ce que c'était clair pour vous? Ça c'est oui, ça c'est non. Très bien. Oui, chef, j'aime. Ok, pour la colère, c'est bon. Bah, il y a encore des choses à dire, hein. Ouais, mais il y en aurait plein. Euh, Mais en fait, il faudrait qu'on se fasse un live sur chaque émotion. Mais euh, c'est OK si on dit encore deux, trois trucs importants sur la colère? oui, on. Ce qu'il faut comprendre, à mon sens, avec la colère, c'est que la colère, c'est deux choses, hein. C'est on m'empêche de faire quelque chose, ou, enfin, et ou une valeur importante qui a été bafouée chez moi. En général, si vous ressentez de la colère, c'est l'une de ces deux choses-là. Anna disait à l'instant, ça pète ma séance, ça pète enfin, quelque part, oui, ma séance, mon cadre. Non, j'ai pas tenu mon cadre. Euh, et donc, c'est l'idée de, bah, on m'empêche de faire quelque chose, on m'empêche de faire mon travail comme je l'aurais voulu, on m'empêche voilà, enfin, de faire tel que je souhaite le faire. Euh, et éventuellement, même, ça montre que je n'ai pas fait ce qu'il faudrait. Donc, c'est une valeur importante, c'est-à-dire, normalement, je devrais avoir dit ce qu'il faut, je devrais dû faire ce qu'il fallait. Et le fait que la personne soit en retard montre que peut-être je n'ai pas fait ce qu'il faut. Donc, ça me fait chier sur une de mes valeurs qui est le fait que je dois tenir des règles, que les autres doivent tenir des règles, etc. etc. Donc, si vous avez l'une de ces deux choses-là en tête, vous comprenez mieux. En général, si vous avez de la colère, demandez-vous quelle est la valeur bafouée ou alors qu'est-ce qu'on vous empêche de faire. Parce qu'en général, c'est un très bon moyen d'arriver à savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et du coup, de pouvoir finalement y travailler, se demander finalement est-ce que ma valeur est aussi importante que ça en séance? Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Qu'est-ce que ça raconte sur l'autre? Parce que c'est aussi très intéressant, hein, bien sûr, et c'est ce que disait Anna à l'instant. Donc, il y a vraiment une dimension narcissique de la colère, hein. Si vous êtes en colère, grosso modo, c'est vous, hein. Il y a quand même un truc intéressant à voir à l'intérieur. La personne vient pas, on se disait tout à l'heure, la personne vient en retard pour la troisième fois, je suis en colère, et souvent, ce qu'on va dire, c'est bah, elle se fout de ma gueule. Mais en fait, ça, c'est une interprétation. Et c'est pour ça qu'aussi dans la colère, il faut faire vachement gaffe à ces interprétations parce que souvent, on va chercher une raison à la colère qui est une interprétation fausse des choses. En fait, la plupart du temps, il ne s'agit pas du fait que c'est contre soi, bien sûr, mais il s'agit du fait que la personne, elle n'est pas câblée pour arriver à l'heure et qu'elle ne sait pas faire peut-être, ou qu'il y ait tout autre chose, hein. Mais c'est rarement contre le thérapeute. Finalement, c'est très rare. Et donc, dans la colère, il y a effectivement cette idée de faire attention aux interprétations hâtives qu'on va faire, même si on a tous la petite partie de nous automatique qui va dire tout un tas de bêtises, genre il se fout de ma gueule. Euh, mais il faut reconnaître que cette partie-là, elle a tort, que c'est des bêtises. Et pour terminer, pour reprendre pour ceux qui ne connaissaient pas OSBD une seconde, OSBD, c'est une technique de communication non violente qui permet de pouvoir exposer une demande en étant le moins violent possible
en passant par voilà ce que j'observe, voilà le sentiment que ça me crée, voilà le besoin sous-jacent et voilà ma demande en la demandant clairement. Ce n'est pas la peine de recopier ça comme ça, parce que personne ne parle comme ça dans la vie de tous les jours, hein, mais c'est intéressant quand même de comprendre la structure de ça pour que lorsque l'on parle à son conjoint, essentiellement, et parfois au client, mais essentiellement à son conjoint ou sa conjointe, eh ben, on puisse, le plus gentiment possible, demander d'arrêter putain de bordel de foutre les godasses partout. Non, pardon, c'était pas de l'OSBD, ça. Non. Mais grosso modo, il y avait cette idée-là. Ok. Ça vous donne des pistes pour la colère, c'est bon? Cool. On va donc passer à la tristesse. De best. Tristesse, j'aurais tendance à dire, alors pour ma part, que ça va être celle que personnellement je vais le plus ressentir, je pense, en séance. De même, Thierry? Ouais. Ouais. Celle qui viendra le plus. À quand la joie? Après. After, on finit par le meilleur, évidemment. Ah, voyons. Euh, donc, tristesse le message derrière la tristesse, ce sera plein de choses. Ça peut être de la compassion, de l'empathie, de la projection, ou vous rappelez vous-même vos propres pertes, puisque le message de la tristesse, autant la colère, c'est mes valeurs sont bafouées, ou on m'empêche de faire quelque chose que je veux faire. Ce sera la tristesse, c'est je suis en train de perdre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la tristesse et surtout comment est-ce qu'on définit si c'est de la compassion, si on voulait faire un peu la différence entre compassion, sympathie, empathie. Est-ce que vous faites déjà une différence entre, on va faire simple, compassion, empathie? On va pas rajouter sympathie. C'était une question fermée, c'est oui, non la réponse. Bien. Alors, compassion, souffrir avec. Très bien, on a la réponse déjà. Eh ben non, Emeline, c'est l'inverse, c'est la compassion est plus impliquée que l'empathie. La compassion, c'est con passion, note l'accent. Donc, passion, c'est souffrance, donc c'est avec souffrance, tu souffres avec l'autre en fait. Alors que l'empathie, c'est que c'est le neurone miroir qui s'active, ce qui est absolument normal. On est câblé pour ça, les humains. Donc, si tu n'es pas empathique du tout, tu peux commencer à consulter pour des choses compliquées comme sociopathe, psychopathe, etc. Donc c'est tout à fait normal de ressentir l'empathie, c'est-à-dire je vois l'autre souffrir, donc je souffre aussi parce que les mêmes neurones s'activent en miroir. Mais je ne me laisse pas bouffer par ça parce que je ne suis pas dans la compassion et la peine extrême et la pitié et le machin. C'est juste que oui, je ressens une tristesse, mais je suis pas sur un 10 sur 10 de tristesse, quoi. Je suis pas en train de me faire noyer par ma tristesse. Ouais, c'est ça, quoi, Christelle. L'empathie, ça pourrait être grosso modo de la compassion avec du recul. L'empathie, c'est de la compassion avec du recul. C'est ça. J'aime beaucoup. Salut Laetitia. Ok, donc ça, moi, ça m'arrive de le ressentir plutôt souvent. Thierry, toi aussi, tu disais? Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Hmm. Euh, Ça va être pareil un peu que pour les autres émotions, hein. Ça va être à ce moment-là, déjà, qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Et donc, à un moment, vous êtes quelque part un peu obligé de passer un peu en trait sur vous. On nous vante, enfin on nous vante, on nous, nous oblige le tri sur l'autre H24 dans une séance, c'est vraiment, je sais pas dans vos formations, mais moi c'était, que ce soit en PNL, en coaching, en hypnose, c'était vraiment il faut être tri sur l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me rappelle même qu'en coaching, on devait faire des vidéos qui étaient regardées, il y en a un qui s'était fait engueuler parce qu'il regardait sa montre à un moment. Et le formateur lui avait dit, putain, t'es entré sur toi là, arrête. Quand même, hein. Et je pense que le tri sur soi, à un moment, il est important sur les émotions, c'est de checker chez toi quelle émotion tu es en train de ressentir et si tu peux en faire quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Si justement la laisser transparaître, comme la tristesse qui est de l'empathie, etc. Ça peut, d'ailleurs la colère pourrait être par empathie aussi. Moi, il y a des trucs, des clients qui étaient hyper en colère de ce qui leur arrivait et j'avais de l'empathie pour eux aussi. Euh, de voir si ça peut créer du lien, en fait, dont on parlait un peu au début du live. C'est comment ça peut créer du rapport, d'être empathique avec l'autre et de montrer que t'es humain et que toi aussi t'as de l'émotion et que tu comprends en fait. Ce qui est un peu la base de notre rapport, c'est synchro, rejoindre, accompagner et conduire, comme dirait Philippe Miras.
Et le premier truc, c'est rejoindre. Donc si toi, t'es de marbre, on enchaîne. Allez, on a pleuré, vas-y, on enchaîne. Et que tu pars tout de suite sur des questions. Et qu'est-ce que tu peux faire de ta tristesse? Et qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et quel symbole ça a? Et quelle couleur ça a chez toi? Et comment tu peux atténuer cette tristesse? Oh, calmos, prenez le temps là-dessus. C'est ok de prendre du temps sur une émotion et que ce soit sur la vôtre ou celle du client en fait. Moi, c'est des trucs, ça m'est arrivé à un moment de dire, je prends 1 minute pour réfléchir là, pour vous aider au mieux. C'est ok en fait. Personne te dira en face, non, non, tu réfléchis pas et tu me poses tout de suite une question et tu m'aides tout de suite. Ça n'arrive pas. Ça m'arrive des fois, moi, de dire à mon client, excusez-moi, c'est votre tour de parler. Parce que là, j'ai besoin de prendre un petit coup de café et de réfléchir un petit peu. Donc, on va se prendre un petit moment juste de silence parce que je ne sais pas ce qu'on va faire tout de suite. Et quand on a un bon rapport, ça passe très bien, hein. On parlait de différence entre la compassion et l'empathie. Il y a un truc aussi important à noter, c'est la différence entre la sympathie et l'empathie quelque part. L'empathie, hein, on a bien montré que grosso modo, c'est ressentir une version atténuée de ce que ressent l'autre en face. Donc c'est bien le rôle des neurones miroirs, effectivement. La sympathie, c'est pas ça, hein. La sympathie, c'est la volonté de se rapprocher de l'autre. Donc c'est un comportement, un état émotionnel qui tend vers le rapprochement de l'autre. C'est-à-dire que quand on est empathique, quelque part, on est sympathique, hein, puisqu'on ressent quelque chose qui est proche de l'émotion de l'autre. Donc quelque part, ça tend au rapprochement de l'autre. Par contre, toute sympathie n'est pas empathique. Ok, vous me suivez? Hein, si je suis empathique, forcément, je vais être quelque part sympathique, je vais me rapprocher de l'autre. Par contre, être sympathique ne veut pas du tout dire que je ressens l'émotion de l'autre. Je peux très bien être affable, gentil, prévenant, être dans l'idée d'être avec l'autre, mais ne pas du tout ressentir ce qu'il ressent. Euh, et auquel cas, là, ça paraît détaché dans certaines circonstances. Parfois, c'est plutôt bien d'être dans la sympathie. J'avoue qu'en préparant ce webinaire, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être empathique, sympathique ou éprouver de la compassion? Ben, en fait, j'ai aucune réponse à ça, hein. Je sais pas. Ça dépend vraiment des circonstances. Il y a des fois où être dans l'empathie et se laisser un peu dans l'empathie pendant un temps, ça me semble à la fois utile et en même temps parfois difficilement contrôlable, tout simplement. Euh, mais en même temps, parfois, on peut aussi être dans la sympathie, à défaut d'être dans l'empathie. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous racontent des trucs, etc. Et moi, ça ne m'arrive pas toujours d'être empathique par rapport à ce que ressentent les gens. D'abord parce que souvent, les gens racontent des trucs, mais ne ressentent pas grand-chose eux-mêmes, hein. Vous avez aussi en cabinet, j'imagine, moi j'en ai plein, des gens qui sont tellement dans leur tête, qui vous racontent des trucs les pires qui soient, mais eux-mêmes ne ressentent pas grand-chose. Donc on ne peut pas être empathique avec quelqu'un qui ne ressent pas grand-chose. Ou en tout cas qui le cache tellement bien qu'il faut chercher profondément pour trouver. Donc il arrive des moments où je suis plutôt dans la sympathie que dans l'empathie, puis je m'en veux pas, parce que la personne en face, elle n'a pas montré d'émotion véritablement. Ouais, c'est marrant parce que c'est moi la technique que j'utilise à ce moment-là, c'est que justement, je vais vraiment faire gaffe à mes émotions. Et je me rappelle alors là pour le coup c'est pas une séance, mais c'est une amie avec qui on discutait, mais qui me raconte des trucs horribles de sa vie, de son passé. Mais vraiment, moi j'étais sur le cul, j'étais sciée. Elle me raconte ça avec un sourire, en rigolant, jaune, Ouais. certes, mais en rigolant. Et moi je rigolais pas. Alors pour le coup j'étais pas du tout synchro, je rigolais pas du tout. Et je lui fais mais c'est absolument horrible ce que tu me racontes, ça me fait de la peine, t'imagines pas à quel point. Et là, les grandes eaux. Ouais. Parce que j'ai nommé un truc qui était là en fait. Je savais même pas que j'allais le nommer, hein, tu vois, j'ai juste dit ce que moi ça me faisait. Et ça lui a permis de lâcher en fait justement tout le côté dont on parlera juste après du rire du pendu, etc. En mode tout va bien, pump it up. Non. Mm. Donc ça peut être un truc hyper intéressant de nommer quelque chose et de dire peut-être je me trompe complètement, hein. Mais alors après il y a un peu tout ce qui est détecté en micro-expression et tout, mais peut-être je me trompe complètement, mais là moi ce que je ressens c'est de la tristesse chez vous, ou ce que j'ai vu passer c'est un bout de colère, ou ce que j'ai vu. Et quand on arrive à capter ça, et ben ça peut faire tomber en effet cette espèce de masque ou cette espèce de dissociation en fait de mental émotionnel. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christelle, puis c'est joliment dit. Et ça me fait penser que
bah, nous, si on en a parlé un peu au début, mais si on nous raconte un truc comme ça et que ça nous touche, et pour le coup, on n'est pas vraiment empathique à ce moment-là, on n'est pas en train de mimer, enfin, de ressentir ce que ressent l'autre. On ressent presque ce qu'il devrait ressentir ou ce que toute personne un peu moins dissociée pourrait ressentir. Et à ce moment-là, en se permettant de le montrer, de l'exprimer, de le dire, de nommer, et ben à ce moment-là, non seulement nous, on n'a pas de masque, on nomme le masque de l'autre à ce moment-là. Et c'est là où, et c'est vrai que moi, j'ai aussi quelques bonnes séances comme ça, où en nommant l'émotion de l'autre, alors qu'il est exactement comme tu dis, oui, alors voilà, j'ai été violé dans l'enfance, il s'est passé ça, machin, mon fils est mort, machin, tata. J'ai déjà eu des gens comme ça qui me disent ça, puis c'est quand même important à un moment donné de pointer du doigt qu'a priori, il y a quand même quelque chose à ressentir à ce moment-là. Et vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous parlez de ça? Mm. Ouais, je pense que c'est hyper important en fait, parce que c'est là le problème, il est souvent là en fait, dans la dissociation. Donc c'est ça qu'on va traiter. Christelle, tu demandes, tu disais, ils ont appris à être neutres tellement c'est dur aussi. Il y a tellement de mécanismes entre le déni, l'espèce de coupure complet parce que c'est trop dur à vivre, etc. Ou l'apprentissage il y a tellement d'apprentissage chez les mecs. L'apprentissage, ça va être, tu dois pas pleurer. Tu vois, tu dois pas pleurer, donc la colère, t'as le droit. Mais les pleurs, non. Chez les nanas, t'as carrément le droit de pleurer parce qu'en plus tu peux obtenir des trucs et t'es trop mignonne quand tu pleures, machin. Je fais une grosse généralisation hein, de, de sociologie de comptoir. Mais par contre, la colère chez les nanas, c'est moins bien vu, une nana en colère. Donc on a tous des émotions qu'on sait moins bien vivre, en fait. Ok. Euh, Vous avez des tips, vous, que vous aimeriez partager sur la tristesse? Comment vous la gérez, une tristesse que vous avez en séance? Pendant que vous partagez vos petits trucs, euh, c'est ça, type ces trucs et astuces. Pardon. Euh, Ce serait intéressant qu'on donne finalement la manière qu'on a de gérer ça l'un et l'autre. En ce qui me concerne, bon, moi, je pense que quand les gens racontent des trucs de fou et puis qu'on voit qu'ils ressentent une émotion, de toute façon, automatiquement, je vais en ressentir une partie, effectivement, par empathie. Et je me réjouis d'avoir cette capacité humaine de pouvoir ressentir une partie de ce que ressent l'autre. Et je me réjouis d'avoir ouvert mes chakras pour me permettre de l'exprimer aussi avec l'autre. En même temps, il faut faire, à mon avis, extrêmement attention à ce qu'on pourrait appeler le pathos ou le larmoiement. Je me souviens vraiment d'une cliente qui était venue me voir un jour et elle me parle de choses compliquées qui se sont passées dans sa vie. Et elle me dit qu'elle avait été voir alors je ne sais plus, une psychologue ou une psychothérapeute ou en tout cas un autre accompagnant quelque temps avant. Et souvent, quand les gens vont voir d'autres personnes, je leur demande qu'est-ce que vous avez appris et pourquoi vous avez quitté cette personne-là. Et la dame qui pourtant elle-même était assez dans l'émotion quand elle me raconte ce qui se passe, elle me dit oh là là parce qu'elle pleurait tout le temps avec moi et finalement moi j'ai mes amis pour ça, j'ai pas besoin de ça. Et bah, moi ça m'a semblé très juste parce que effectivement quand elle disait elle pleurait toujours avec moi, c'était pas dans mes souvenirs, hein, c'est pas qu'elle pleurait vraiment, mais elle était dans le ah bah oui, c'est dur, effectivement, je comprends, vous savez, gna, 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 gna. Alors c'est bien, forcément on passe un peu par là hein, parfois, mais visiblement pour cette cliente-là, son accompagnatrice pendant trop longtemps a été dans le pathos en fait, dans le ah là là, comme c'est horrible ce que vous avez vécu. Mais les gens, il ne faut pas oublier qu'ils viennent chercher quelqu'un de solide pour les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, il y a cette idée à la fois de pouvoir vivre l'émotion, de pouvoir être empathique avec l'émotion, mais aussi d'être solide, de manière que les gens puissent s'appuyer sur le thérapeute pour sortir de leur émotion, parce que le thérapeute va pouvoir montrer qu'il a son émotion, mais que l'émotion ressentie ne va pas perturber toute sa vie, ne va pas perturber tout son être.
c'est un peu comme on pourrait dire les moines bouddhistes. On pourrait se dire, mais ils ressentent rien finalement parce qu'ils ont toujours l'air contents, heureux, etc. Mais vous discutez avec Mathieu Ricard ou vous discutez avec un méditant comme Christophe André, il va vous dire, mais c'est faux, je ressens plein de trucs. C'est juste que ce que je ressens n'ébranle pas l'édifice de ce que je pense de moi, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres, etc., etc. Et je pense que justement, le thérapeute doit avoir ça pour permettre ce qu'on appelle une position anaclitique du client sur le thérapeute, c'est-à-dire que le thérapeute étaye la survenue d'une nouvelle émotion par-dessus ou autour de l'ancienne. Donc ma position, elle est vraiment là, moi, c'est-à-dire partager, d'accord, mais à un moment donné, j'ai quand même l'idée de on va en sortir. Euh, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont pleurer, 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 mais ça fait des mois qu'elles pleurent. Donc, grosso modo, l'idée, c'est quand même de les en sortir. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, ne pleurent pas, n'ont pas pleuré ce qu'ils auraient dû pleurer. Et ceux-là, au contraire, l'idée, c'est de les faire rentrer dans l'émotion. Euh, et dans les deux cas, c'est des stratégies différentes. Et pourtant, nous, en tant que thérapeute, on peut ressentir la même chose au départ. Dans les deux cas, on peut ressentir une émotion type tristesse. Mais dans un cas, il va falloir en sortir quand même assez vite parce que la personne, elle en a marre de pleurer. Ça fait des mois qu'elle pleure. Et puis dans un autre cas, au contraire, il va falloir garder un peu cette tristesse, voire y aller parce que la personne, elle n'a pas réussi à se connecter aux émotions. Et nous, au début, on ressent la même chose à ce moment-là. Et ça me paraissait intéressant de Mm. parler de ce sujet-là. Mm. Tout à fait. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a des personnes, en fait, elles pleurent en séance et on se dit, ça y est, j'ai une émotion. Mais en fait, elles pleurent au bout de la deuxième minute, tu sais. Elles arrivent, elles pleurent et tu dis, ah putain, je posais la question. Pas du tout. En fait, elles ont tellement l'habitude de pleurer, c'est tellement leur fonctionnement, en fait, que les pleurs, c'est pas entre guillemets la bonne émotion à trouver. C'est une émotion qui est intéressante, machin et tout, qui sort, mais en effet, l'idée, c'est pas de rester dessus, et c'est de voir sur quelle autre émotion plus aidante on peut passer. Et pour te répondre à la question de quelle stratégie moi j'ai utilisée, bah, en fait, ça va se rapprocher. Alors moi, je vais très être dans le côté authentique, donc je vais le dire très souvent, quoi qu'il arrive. Je vais dire ce que je ressens, et puis après, on avance sur autre chose, qu'en fait, tout simplement. Je le dis, et hop, la personne, si elle a d'autres choses à dire, elle les dit, et puis on continue, et on avance, et on bouge, et on voit ce qu'on en fait, mais ouais, le côté... Après, moi, ça me correspond pas, mais le côté hyper nourricier, euh, moi, il y a des fois, c'est trop. Quand on voit, j'ai vu des stagiaires qui commencent même à mettre la main sur l'épaule, sur la main, et la main sur le genou, et ça va aller, et machin. Et c'est là que pour moi, il y a un petit problème de différenciation sympathie, empathie, tout ça. Là, viens, on est copains, et t'inquiète, ça va aller. Euh, la personne n'a pas besoin de ça parce qu'en effet, elle a déjà des copains. Donc oui, même stratégie, finalement, Thierry, que toi. Je sais pas trop si ça vous aide d'en avoir qu'une seule à faire. Et Mais c'est intéressant, hein, cette idée de est-ce qu'il faut un contact physique aussi ou pas, parce que c'est aussi l'expression de sa propre émotion, de sa propre empathie à ce moment-là. Bah, tu vois, moi, bah, je crois que c'était cette semaine, j'avais un homme qui était très fermé dans sa tête, etc., et accompagné en hypnose. Euh, Vraiment, il s'est pleinement ouvert et il s'est vraiment ouvert à sa souffrance et il a beaucoup pleuré au point que j'étais avec les Kleenex à lui essuyer le nez même parce que ça bavouillait à moitié. Et à ce moment-là, je me suis vu, c'était même pas, mais je me suis vu vraiment lui mettre une main sur l'épaule parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment avec lui à ressentir. Et puis j'étais très heureux aussi de lui et j'étais conscient qu'il vivait un moment très difficile parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude de vivre une telle émotion. Mais ça reste assez rare que je fasse ça parce que ça peut être mal perçu et parce que je ne le joue pas. Je ne vais pas le faire en me disant, ah, là, il faut que je me lève pour aller mettre la main, je ne sais pas où, et puis faire. Après, il faut pas oublier que je suis un homme aussi hein, et que je reçois beaucoup de femmes. Euh, mais c'est là où il y a cette idée aussi de rester un peu, même le plus possible naturel et de pas trop jouer ou surjouer. Là, j'avais envie de mettre la main sur son épaule puis j'ai fait comme ça pour l'accompagner en même temps, comme je lui ai essuyé le nez depuis tout à l'heure.
Pas une main sur l'épaule en plus ou en moins. Non, à ce stade. À ce stade, je veux dire, c'est bon, quoi. Ouais. Et puis ça dépendra en effet vraiment de chacun. Je vais passer l'idée de proxémie. Moi, c'est c'est quelque chose moi j'aime pas. J'aime pas qu'on me touche et c'est pas un truc qui me parle toucher. Donc je serais pas juste si je le fais. Je serais pas juste du tout et Ouais. ça ira pas en fait. Donc si à un moment en effet moi ça m'est plus arrivé sur les au revoir à la fin des coachings, tu sais ça fait un petit truc le au revoir, tu t'es vu pendant 4 5 séances, il a bougé et t'es là oh, il s'en va. Donc là oui il peut y avoir en effet une petite main sur l'épaule quand on dit au revoir ou des choses comme ça, mais quand on serrait la main avant, surtout d'ailleurs. Mais ouais, moi je serais pas juste. Alors trouvez ce qui est juste pour vous, en fait, tout simplement. Si vous êtes très touché et que l'autre en face est ok pour être touché, parce que alors, moi ça m'est arrivé d'être touché par des thérapeutes, je les aurais bouffés. Et ça a dû se voir sur ma tête, mais ils l'ont pas vu. Gros problème. Et là, pour moi, c'était foutu. Hein. Ils avaient pété le rapport. Très compliqué. Ok. Anna, comment tu recadres les peurs excessives? Demande Oh Lise. bah Et très la simple, vous question me est faites intéressante. chier. Arrêtez. Voilà. Je recadre pas, en fait. Je recadre pas. Je continue, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent que vous pleurez comme ça. En fait, je vais en parler. Et à force d'en parler, ça se calme, en fait. Les pleurs excessifs, si je restais que sur ça, la personne continuerait à pleurer sur son problème, machin et tout. Et après, on part sur bah, qu'est-ce que vous voulez, en fait. Et un truc que j'avais appris, et pour l'instant, c'est tombé juste, mais c'est pas une vérité en soi, ce que je vais dire c'est de chercher la colère quand il y a des gens dans les pleurs exercices, c'est d'aller chercher la colère chez eux pour créer une émotion. La colère, c'est une émotion qui fait bouger et qui met dans l'action. Donc plutôt que d'être dans la plainte et la passivité de la tristesse, de chercher la colère et de chercher à la faire monter pour bouger. Je redis, c'est pas une vérité en soi. Mais ça, pour l'instant, ça marche. Sur les pleurs excessifs, donc j'imagine quelqu'un qui est en séance et qui pleure et qui pleure et qui pleure, mais en même temps, j'imagine qu'elle vient pour arrêter de pleurer, justement. Donc ça, c'est quand même un levier sur lequel on peut s'appuyer, puisqu'on peut dire, j'imagine que justement, vous venez parce que vous en avez marre de pleurer, vous en avez assez souffert de ça, ce genre de choses. Mais moi, je recadre avec de l'humour, ça, ce qui nous permet de passer au chapitre d'après, d'ailleurs. Euh, Bravo. Quand il y a, tu as vu la transition, quand il y a des pleurs justement excessifs, enfin, pas forcément excessifs, mais des pleurs dont je sais qu'il faut en sortir. Alors évidemment, il y a une question de timing, de rapport, de machin. Je fais pas ça, ce que je vais vous dire là, je fais pas ça tout le temps. Mais cette petite anecdote pourra servir pour lancer le sujet sur la joie et le rire. Ben, il y a des fois, quand les gens pleurent, je vais leur dire vous avez le droit à 5 Kleenex gratuits, après c'est payant. 50 centimes le Kleenex. Évidemment, encore une fois, bon rapport, hein, sinon ça n'a aucun intérêt de faire ça, et je ne fais pas ça à tout le monde, mais je le fais quand même pas mal. Et souvent, ça les fait rire, parce que souvent, les gens, quand ils pleurent, déjà, ils vont dire excusez-moi, je suis désolé, machin, etc. Et c'est à ce moment-là que je vais dire vous avez le droit à 5 Kleenex gratuits. Après, c'est payant, 50 centimes le Kleenex. Et ça les fait bien rire et ça permet de passer un peu à autre chose. Parfois, je fais aussi une blague sur les Kleenex, parfois en disant bah, de toute façon, vous n'hésitez pas avec les Kleenex qui sont là, j'en ai 70 boîtes dans l'armoire d'à côté. Et là aussi, ça fait un petit sourire. Et je vais employer ça seulement quand effectivement il faut sortir. Il faut sortir là. Sinon, elle va rester là où elle est. C'est un pas vers la sortie. Un troisième recadrage, enfin, c'est pas vraiment un recadrage, mais une troisième chose que j'ai même proposé, c'est à la fin de la partie en hypnose, quand on travaille en hypnose formelle, où la personne aura vécu une séance, par exemple, particulièrement émotionnelle, avec des larmes, et l'idée, quand même, c'est de la faire ressortir, évidemment, dans un état émotionnel soulagé, et puis pourquoi pas avec le sourire. Et donc, souvent, je vais proposer quelque chose qui ressemble à donc je vais engager le réveil, voilà, au travers des prochaines respirations, vous allez pouvoir regagner en énergie, vous permettre de passer une bonne fin de journée, commencer à bouger, ce genre de choses. Hein. Et une fois que vous aurez les yeux ouverts dans un moment, vous pourrez vous jeter sur la boîte de Kleenex à côté pour pouvoir vous moucher, essuyer le rimel qui a coulé et revenir, pourquoi pas, même avec le sourire et le contentement d'un travail et d'un soulagement accompli. Et ça change le ton
Et souvent, j'ai effectivement le petit sourire à l'issue de cette partie-là, et c'est intéressant. Mm. Je... Ouais, je pense que j'utilise l'humour un peu. Enfin, moi, j'utilise beaucoup après. Ça se voit pas ce soir, mais je l'utilise beaucoup, beaucoup. Parce que c'est pareil, c'est juste avec moi, c'est mon truc en fait. J'adore ça. Ça va être de rigoler un peu surtout. Et en fait, c'est plus dur pour moi, les gens avec qui ça passe pas, c'est mon type d'humour. Et c'est là que je dois me recadrer moi-même en disant, ok Anna, là tu lâches, t'arrêtes les blagues à la con, tu passes sur un truc plus sérieux parce que pour l'instant, si tu veux créer un rapport, en fait, si moi je continue dans mon truc d'humour, 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 bah l'autre en fait juste il accroche pas quoi. Donc c'est un truc moi qui me permet de créer beaucoup de rapports assez vite. Euh, mais il faut savoir s'en défaire, je crois, à un moment pour pour pas non plus péter le rapport si l'autre en face réagit pas quoi. Tu vois que tu fais des blagues dans le vent et que l'autre il te regarde comme ça, il fait ah, ok, allez. Ça t'arrive souvent? Non. Non, parce que je crois Non, qu'on tu a veux en parler? on a les clients on a les clients qu'on attire et que du coup, forcément, j'ai des gens qui sont extrêmement drôles comme moi. Évidemment, évidemment. C'est vrai que des fois, quand on est en séance et qu'on a envie de faire rire un peu, etc., que la personne ne suit pas, c'est un peu, ça donne moins envie de travailler, et en même temps, bah, c'est un bon exercice de flexibilité. Je suis tout à fait comme toi, moi aussi, Anna, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Je me sers énormément de l'humour, et je dirais même que souvent mes séances, c'est on rit, on pleure, et je trouve que c'est vraiment bien justement de jouer avec les deux. C'est une forme de fractionnement aussi. Euh, J'avais le souvenir comme ça d'un Antoine Garnier QR que vous allez trouver sur YouTube si vous ne les avez pas déjà tous vus, où Antoine Garnier était interrogé sur est-ce qu'il faut rire en séance? Est-ce qu'il faut utiliser l'humour en séance? Et Antoine Garnier de répondre bah non, pas trop. Moi, je suis pas très pour, disait-il. Mais il s'expliquait en disant que bah, souvent l'humour, notamment pour des praticiens qui étaient peut-être un peu jeunes, récents en tout cas dans le métier de l'accompagnement, bah, ça pouvait cacher quelque chose. Et une gêne ou quelque chose comme ça. Et donc, il voulait, voilà, enfin, il indiquait qu'il fallait vraiment se prémunir de ça, quoi, quelque part. Hmm. Ouais, l'humour parce qu'on est stressé, c'est peut-être pas la peine. Parce que c'est un humour qui est peut-être des fois un peu lourd, un peu mal placé, et que mieux vaut bosser sur son stress que le planquer avec de l'humour. Mais après, c'est aussi une stratégie qu'on peut avoir. Enfin, moi je suis très. Franchement, ça dépend de de comment vous vivez l'humour. Moi, j'aime beaucoup ça, et même quand je suis stressée, je vais peut-être en faire, et puis voilà. Tu vois, j'allais dire, moi, Antoine Garnier, c'est pas le mec qui va le plus me faire rire au monde. Potentiellement, il est très intelligent, il a plein de savoir, mais il me fait pas taper des barres de rire, quoi. Donc, je comprends que l'humour, pour lui, ce soit pas le truc, quoi. Et ça, tu prends un Jordan Véro, c'est plus drôle, quoi. Et ben voilà, tout de suite, c'est pas la même posture, en fait. Donc, faut vraiment juste trouver ce qui vous va, et pas non plus le faire en mode excès, quoi. Parce que quand il y a les moments graves, bah, c'est pas là qu'on va taper une blague, quoi. Un moment un peu grave, qu'on te raconte des horreurs, c'est pas là que tu vas commencer à taper des grandes blagues. Et puis ça, c'est l'humour qu'on a nous, mais il y a aussi l'humour que va avoir le client avec nous. Et un peu de la même manière, il peut planquer des trucs aussi. Tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement le rire du pendu, qui est une notion d'analyse transactionnelle. Et c'est ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le rire pour cacher un truc, quoi, qui est facilement détectable, parce que vous allez voir des faux rires, des rires qui sonnent pas juste, vous allez le sentir, et puis en plus, souvent, vous allez pas avoir ce qu'on appelle le sourire du chêne, qui est le sourire ou le vrai sourire, vous savez, où les yeux se plissent. Et vous allez très vite voir quelqu'un qui vous sourit, qui fait ah oui voilà bah ouais c'était ouais bah j'ai vécu ça ce trauma là dans mon enfance mais c'était comme ça, de quelqu'un qui sourit vraiment avec les yeux qui se plissent quoi. Ça, faites attention à ça, c'est ouais la poker face, c'est ça, l'espèce de poker face de je vais bien, tout va bien et rien de matin, alors que derrière c'est une arme nucléaire qui est passée, c'est la guerre. Finalement, donc le rire en séance, oui ou non? Oui, clairement, hein, vous l'aurez compris. En tout cas, moi, je trouve que
Parce qu'en plus, les gens s'y attendent pas forcément à une ambiance à la fois respectueuse, bienveillante et aussi décontractée, où on peut rigoler un peu, etc. Faut dire aussi que tous les gens viennent pas avec des problématiques horribles. Et puis même pour ceux qui viennent avec des problématiques horribles, bah, parfois c'est un très bon moyen justement de les faire sortir de, d'un moment où ils sont tout le temps en train de pleurer ou dans d'autres types d'émotions. L'humour, à mes yeux, ça permet, et tu en as parlé à l'instant d'ailleurs, Anna, d'augmenter la qualité du rapport. Ça permet de voir si la personne vous suit, pas seulement si vous faites des blagues bien. Si vous faites des blagues nulles, vous ne savez pas si la personne ne rigole pas parce que vos blagues sont nulles ou parce qu'elle ne vous suit pas. Mais normalement, si vous être bon hypnotiseur, vous pouvez faire des blagues de merde et la personne rit. Hein, c'est là où on peut voir. Moi, c'est ce qui se passe dans mon cabinet. Je fais que des blagues pourries. Mais j'ai mis un Mais les gens encreur sont sur mes déjà en blagues. hypnose. Donc, les gens sont déjà en hypnose. Ça permet d'abaisser les peurs des gens, parce que les gens, ils ont peur, évidemment, souvent, quand ils arrivent en cabinet, eux-mêmes ressentent une forme de stress, ils ne savent pas comment ça va se passer, ils ont peur de l'hypnose, ils se demandent s'ils sont hypnotisables, etc. Il y a toutes ces craintes-là. Donc, voilà, un petit sourire, une petite blague, un petit truc sympa, c'est quelque chose qui permet de détendre l'atmosphère et ça concourt au rapport. Ça permet aussi de préparer à l'hypnose, à mes yeux, parce que quand les gens rient, ben, qu'est-ce qui rit à l'intérieur d'eux? C'est bien une part automatique qui rit, hein, c'est bien une part inconsciente, on pourrait dire. Ils ne décident pas de rire. Donc, c'est déjà, le rire est une forme de transe. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de considérer que ça aide à l'hypnose. Et puis, je l'ai dit à l'instant, ça aide à sortir d'un état émotionnel ou à aller vers un état émotionnel différent. Donc, pour moi, c'est extrêmement important, notamment quand la personne parvient à finalement rire de tout ou partie de son problème. Euh, j'ai une anecdote à ce propos, je ne sais plus si je l'avais noté quelque part ou si je voulais vous la raconter, mais je vais vous la raconter maintenant. Et puis ça rejoint un peu l'histoire de la tristesse, là. J'avais une dame comme ça en séance qui passait, qui avait perdu un proche, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure en se disant, mais j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre de pleurer. Et avec cette idée à la fois évidemment de pleurer de tristesse, mais en même temps la partie mentale qui juge ses propres pleurs et qui en a vraiment ras-le-bol. Et moi, je cherchais une voie de sortie par rapport à ça et que je n'avais pas trouvé à ce moment-là. Et je lui dis à un moment donné, c'est une question que je pose souvent quand les gens ont un deuil à faire, je dis, est-ce que vous avez des croyances par rapport à la mort? Et elle me répond, non, justement. Et ce justement-là, c'est ça qui a fait que automatiquement j'ai dit ah bah oui bah c'est con en fait parce que vous auriez des croyances ce serait plus facile. Et elle a explosé de rire. Alors ça aurait pu être maladroit hein, quelque part, mais à ce moment-là probablement c'était le bon moment, la bonne personne, le bon truc. Elle n'aurait pas dit justement, je crois que l'idée ne serait même pas venue. Mais quand elle dit non justement, elle s'autocritique elle-même à ce moment-là de ne pas avoir de croyances. Et moi le premier mot qui me vient c'est ah bah oui c'est con effectivement. Ouais. Parce que vous auriez eu des croyances, ça aurait été différent. Et à ce moment-là, elle pète de rire, on rit ensemble, ce qui ne nous a pas empêché quelques minutes après de revenir dans quelque chose qui était un peu dans la tristesse, mais déjà nettement moins. Et à ce moment-là, quand même, il ne faut pas ignorer qu'elle rit de la mort de son proche, à ce moment-là, quelque part. Enfin, elle rigole en parlant de la mort de son proche, qui a eu lieu quand même 3 ans ou 5 ans avant, donc probablement qu'il y avait quand même une souffrance qui était déjà nettement passée. Alors, vous pouvez me jeter l'opprobre ou trouver ça intéressant. En tout cas, à ce moment-là, ça a été le moment où la séance a commencé à être vraiment utile pour cette personne et non pas les 20 premières minutes où elle a finalement reproduit ce qu'elle faisait chez elle avec ses amis ou avec une autre thérapeute. Mm. Ouais, je Maintenant, trouve vous pouvez que me juger si vous voulez. on te juge. Ouais, en fait, je trouve que ça permet de passer des recadrages sans pomper dans le rapport. Parce que le problème du recadrage, des fois, c'est que ça vient taper dans le rapport. Et un truc qui, là, pareil, une anecdote d'une séance de supervision que j'ai vue, là, d'un arrêt tabac où, alors le rapport était excellent, et l'autre lui dit, oui, alors pour ma santé, j'aimerais arrêter de fumer, et puis l'argent, quoi. Et je sais plus comment ça arrive, mais à un moment, le praticien il lui dit,
ouais, en fait, t'es totalement con, quoi. Tu continues de fumer alors que t'as envie d'être en vie. Et moi, j'ai explosé de rire devant la vidéo. J'en pouvais plus. Et en fait, c'est super bien passé. On pourrait se dire, oh, il fait quoi là? Et c'est avec lui, c'était un jeune, machin. C'est passé, crème. Vraiment super bien. Et le rapport, ça l'a amélioré, quoi. Alors, Bah, tu as du rapport, tu fais ce que tu veux, hein, de toute façon. ouais, Tu as un très bon rapport, tu fais ça. ce que tu veux, hein. Donc, Mm. Donc, le rire en séance, oui. Attention, pas n'importe quoi. C'était ça le résumé. c'est ça. Et soyez vous-même. Parce que je vois qu'on est déjà en retard, en fait, Ouais. hein, bien sûr. Mais on parlait de rapport et justement, c'est le prochain chapitre. Alors, allons-y. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? On en a déjà un peu parlé, en fait, du rapport. Oui, oui, on en a pas mal parlé Ouais, on en déjà. a parlé sur le fait de rejoindre l'autre, en fait, bah voilà, s'il y a une émotion en face, on la rejoint. C'est un peu finalement la conclusion, le résumé de ce qu'on a dit. L'idée, c'est de rejoindre d'abord l'autre pour ensuite pouvoir l'accompagner et la conduire, euh, et de la rejoindre là où elle est, et pas vouloir la ramener trop vite là où vous voulez que vous, elle soit. Donc que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la tristesse, la colère, etc. C'est, à mon avis, important de garder cette posture-là, tout en gardant son lead et en se le faisant pas bouffer par l'autre. Ou si vous le faites bouffer, c'est une volonté de votre part et c'est stratégique. Oui, exactement, ouais, tout à fait, entièrement d'accord. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'émotion est un très bon moyen d'avoir et de renforcer le rapport. Si tant est que ce soit bien utilisé, et finalement, tout au long du live, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire cette idée de, effectivement, dans un premier temps, laisser l'empathie faire son œuvre et être dans le même état émotionnel que l'autre jusqu'à une certaine limite. À mes yeux, c'est extrêmement utile. Ça permet bien sûr d'avoir le rapport, que la personne se sente comprise, épaulée, etc. Mais à un moment donné, il faudra choisir s'il faut rester dans cette émotion-là parce que c'est utile pour la personne ou si, au contraire, il faut réussir à en sortir. Et c'est là où le rapport va être extrêmement important parce qu'au moment où vous allez commencer à conduire, vous êtes en train à ce moment-là d'essayer de changer l'émotion de la personne. Et quoi de mieux pour changer l'émotion de la personne que vous-même vous mettre dans cette émotion-là, l'émotion que vous voulez créer, l'émotion que vous voulez commencer à aider la personne à éprouver. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de parler d'émotions que vous ressentez et qui surgissent en vous. Je suis en train à ce moment-là de parler d'émotions dans laquelle vous souhaitez vous mettre parce que c'est utile pour la personne. Il m'arrive des moments où je me surprends en séance et à me dire, mais ça fait 20 minutes qu'on pleure. Est-ce que vraiment elle en a besoin ou est-ce qu'elle veut en sortir et à me connecter en moi-même à une émotion différente pour pouvoir commencer à sortir. Ça peut être une émotion un peu de colère, c'est-à-dire quelque chose de colère contre la tristesse, par exemple. Ça veut dire, bon, à un moment donné, cette tristesse, ça suffit. Elle a fait son œuvre, vous avez appris ce qu'il y a à apprendre, etc. Et parfois, je vais dire ça, par exemple, avec un ton qui est un ton de fermeté, un ton presque autoritaire, pour voir si la personne, elle me suit là-dessus. En même temps, je dis ça en général si je vois que c'est son cas, hein, c'est-à-dire qu'elle en a assez de ça. Et il y a une forme de colère à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qui me paraissait important à dire sur la notion de rapport et d'émotion. Les deux vont de pair, mais il ne s'agit pas de se laisser bouffer par son émotion. Et parfois, on peut se connecter à une émotion pour entraîner l'autre. Ouais, c'est la question du lead, en fait. Oui, clairement, oui, complètement. On vous a bassiné en synchro. C'est trois étapes, hein, et la dernière, c'est le leading. Donc, à un moment, faut le reprendre, ce lead. Donc, voilà. Est-ce que vous auriez des questions particulières sur déjà tout ce qu'on a dit? C'est vrai que j'aurais pu poser plus souvent la question des questions, désolée. Euh, ou sur le leading, ou sur quoi que ce soit. C'est le moment, faites-vous plaisir. S'il y en a qui veulent allumer sur leur micro, on fera une petite conclusion aussi, mais déjà, si vous avez quelques questions, pas du tout. Vous trouvez qu'on est extrêmement clair et qu'on est deux génies et qu'on mérite d'être connus dans le monde. Ah, je le savais. Ah bah voilà, enfin on y arrive. C'est le moment le plus intéressant du live, je crois. Non, pas de questions. No Josué question. rigole à mes blagues pourries. C'est sympa, Josué. Merci. Josué, merci Josué. Oui, je vois que des fois tu rigoles à mes blagues. Ça me rassure, moi, dans ma Moi c'est Lise confiance. qui rigole et ça me fait plaisir aussi.
En fait, toujours dans un live, on se focus sur une personne qui rigole à nos blagues. Ça fait du bien. Ok. Euh, Comment on voulait conclure, Thierry? Je ne me souviens plus. Bah, en tout cas, si vous avez des questions pendant qu'on conclut, n'hésitez pas et puis on y répond. Vous aurez compris un peu le fil directeur là de ce qu'on a voulu transmettre, à la fois le fait bien sûr de bien comprendre ses émotions, puisque déjà on est bien amené à les expliquer à nos clients, donc évidemment il s'agit de les comprendre nous-mêmes, d'utiliser nos émotions. Mais moi, le mot que je voulais dire surtout pour conclure, et c'est vraiment si j'ai un truc que j'ai appris durant mes années de pratique, c'est que quand on regarde autour de nous, on voit plein de praticiens qui sont inspirants. Bon, voilà, évidemment, il y a Ericsson, mais on ne peut plus travailler comme Ericsson le faisait maintenant. Pour moi, mais les gens que j'aime beaucoup, c'est quand même Kevin Finel qui m'a en grande partie formé, Dupré, Véro, tous ceux qui sortent aujourd'hui, Bertin, dont j'aime bien le franc-parler. Mais regardez, Bertin, lui, ça va être un peu le franc-parler et une forme de colère, hein. Il suffit de regarder les rides qui sont ici, un peu comme ceux que j'ai. Dupré, ça va être une très forte bienveillance. Véro, ça va être plutôt le rire. Regardez, en trois personnes, on a les trois points qu'on a abordés ce soir. Et ces trois personnes-là sont inspirantes dans leur style et dans ce qu'elles font. Donc finalement, il y a vraiment l'idée de prendre des uns et des autres ce qui est intéressant, mais surtout ce qui colle avec soi-même et l'idée d'être soi-même. J'avais envie de dire, soyez vous-même dès lors que vous n'êtes pas trop mauvais, quoi. C'est-à-dire, dès lors que vous n'avez pas trop de casseroles aux fesses. Si vous n'avez pas trop de casseroles aux fesses psychologiques et que vous êtes à peu près bien dans vos baskets, quel que soit le genre, bah, vous allez être ce qu'il faut pour les clients que vous allez attirer et que vous attirez déjà. Si vous êtes un peu austère, bah, vous êtes un peu austère. Si vous êtes super marrant, vous êtes marrant. Si vous êtes un peu dans l'empathie, vous êtes dans l'empathie. Et puis, l'idée, c'est d'être quand même un minimum flexible aussi pour pouvoir aller et s'entraîner à aller dans les domaines où vous êtes un peu moins bon. Moi, par exemple, c'était la tristesse et l'empathie. Je me souviens d'une formatrice qui m'a dit un jour, Thierry, on dirait une machine de guerre. Alors, les protocoles, je les faisais, c'était nickel, machin, à la ligne près et tout, hein. Moi, j'étais encore en école préparatoire. C'est bon, hop, c'est bon, j'ai fait le protocole point 1, numéro 2, tout ça. Et à un moment donné, je me suis fait rattraper où j'ai failli être refusé en Prat 1 ou 2, je ne sais plus, que ma formatrice m'a dit on avait fait un pari sur toi. Moi, je n'y croyais pas. Et pourtant, les protocoles, ils étaient nickel, mais je ne me permettais pas du tout en fait, d'être dans l'émotion. D'abord parce que j'étais tellement terrorisé moi-même que je ne pouvais pas être dans l'émotion de l'autre. Et finalement, ça change parce qu'aujourd'hui, je me permets pleinement d'être à la fois dans mon émotion et celle que procure l'autre par empathie. En tout cas, voilà la manière avec laquelle je voulais conclure ce soir. Moi-même. Et je vais conclure avec quelque chose de beaucoup plus basico-basique. Si vous voulez nous retrouver, donc moi ce sera sur la page Oser se lancer, et puis Thierry, ce sera sur ses webinaires qu'il anime souvent, me semble-t-il. Et je vous mets les liens. Donc moi je vous mets les liens de mon prochain webinaire qui est jeudi prochain sur les écueils à éviter quand on démarre. Et Thierry, je vous ai mis aussi les liens qu'il avait déjà mis sur ses webinaires qu'il a en ligne et que vous pouvez visionner, etc. D'autres choses à ajouter, Thierry? C'est tout bon. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez été nombreux ce Ouais. soir. C'était très intéressant. C'était la première fois que j'animais un webinaire avec toi, Anna. Et merci bah, d'avoir animé ce webinaire avec moi. C'était vraiment sympa. Et en plus, animer un webinaire sur les émotions du praticien, je trouvais ça important, intéressant. On en parle peu. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été là. Et merci beaucoup, Anna. Eh ben, de même, merci d'être resté jusqu'à la fin, parce que c'est vrai qu'on a perdu 20 personnes, mais surtout à partir du moment où on a dit que c'était la conclusion. Donc ça va. Franchement, pour revenir, c'est bien. Non, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment, ouais, c'était cool. On On a n'a faim et pas. moi, les crêpes m'attendent. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis on se revoit sur peut-être un prochain webinaire. Ciao, ciao tout le monde et Ciao merci tout le beaucoup. monde. Au revoir.